Mon rôle, c'est de lui faciliter en fait cette compréhension-là de ce qu'il doit faire. Et en fait, on a des chiens qui du coup ont très confiance en eux parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils savent résoudre des problèmes en fait. Parce que c'est ça, l'agility, c'est une succession de problèmes aussi. Donc en fait, on demande au chien de prendre des décisions très très rapidement, d'être très attentif à ce qu'il fait, et on va vraiment avoir cette distinction de c'est quoi mon job, c'est quoi son job. C'est de lui montrer, je suis le GPS, lui c'est la voiture. Cette année, je découvre les sports canins et je vous partage ça au travers de certains épisodes. Alors aujourd'hui, on plonge dans un univers à la fois sportif, technique et profondément riche, celui de l'agility. Et je ne pouvais pas rêver mieux que de tendre mon micro à Pauline de Barba et Camille Parenti, les fondatrices de Planet Agility, pour nous faire découvrir ce sport incroyable. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi, c'est Claire, je suis éducatrice canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Pauline et Camille. Salut les filles. Salut. Salut. Vous allez bien? Oui. Oui, toi? Oui, ça va, merci. Je suis trop contente de vous accueillir au micro. Je suis un peu impressionnée de vous avoir au micro, j'avoue. C'est vrai que voilà, on est une suite très impressionnante, ça séduit à notre physique, particulièrement agréable à l'œil, je te comprends. On va commencer par les présentations. Qui êtes-vous? Je commence? Allez, je me lance. Donc moi, je suis Pauline de Barba, éducatrice canin professionnelle. Ça fait bientôt plus de 10 ans, j'ai dû renouveler mon ACACED. Là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on est vraiment installé depuis trop longtemps. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Décliquer des chiens et je suis spécialisée sur les chiens difficiles, réactifs, etc. Donc là, c'est vraiment le côté très comportement, éducation. Et puis, j'aime aussi beaucoup l'agility. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, c'est un sport que je pratique depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, ça fait encore plus vieux que l'activité professionnelle. On ne rajeunit pas. Et c'est vraiment voilà, le sport que j'adore, que je pratique et que j'enseigne aussi avec grand plaisir. Trop cool. Alors moi, c'est Camille Parenti. Donc moi, je suis coach d'agility depuis 15 ans maintenant aussi. Donc moi, j'en ai fait carrément mon métier principal. Donc je donne des cours d'agility, je fais de l'agility. Et voilà, c'est vraiment ma passion, ma vie. Et j'ai commencé l'agility il y a très 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 longtemps, puisque j'ai commencé en 98. Waouh. Voilà. Et j'étais même pas née, toi. J'avais 2 ans. Voilà. Et j'ai pas beaucoup arrêté depuis. Voilà, donc c'est vraiment une grosse passion et j'en ai fait aussi mon métier. Donc comme ça, on fait à 100% de l'agility. Yes, trop bien. Bon, donc vous aurez compris qu'aujourd'hui, on va parler d'agility. Donc, dans ce grand élan de vous faire découvrir les sports canins en même temps que je les découvre. Donc, je m'entoure bien pour vous présenter tout ça. C'est trop cool. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu vos chiens? Oui. Rapidos. Allez. Alors, moi, je partage ma vie avec 2 border collies. Donc, Nemo qui a 10 ans et Soon qui a 4 ans. Moi, de mon côté, donc j'ai aussi un border collie. Vous allez voir, on va beaucoup en parler quand on va parler d'agility. Donc, mon chiot, Storm. Oui, c'est encore mon chiot, je peux le dire encore. Il a 2 ans. Ah, on n'est pas trop d'accord. Il a fait ses premiers concours, c'est plus un chiot. Oui, c'est un grand bébé. Mais c'est mon bébé. Donc, il y a un border collie qui a 2 ans et demi. Et puis, Star, ma cocarde de travail, qui va avoir 8 ans. Aussi, le temps passe très, très vite. Yes. Trop cool. Je vous propose qu'on rentre directement un peu dans l'histoire parce que je pense que vous avez découvert l'agility assez tôt, etc., que ça a quand même façonné un peu tout ça. Est-ce que, pour revenir, moi j'aime bien toujours poser la question de c'était quoi votre rapport aux chiens ou / aux animaux quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez toujours grandi entouré de chiens? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard? Comment ça s'est fait? Alors moi de mon côté, j'étais la personne qui voulait absolument un chien. Depuis toute petite, c'était vraiment le truc qui me passionnait. Je voulais un chien, mes parents ne voulaient pas. Donc moi j'ai grandi vraiment en mode animaux, c'est-à-dire j'avais pas de poupées, j'avais pas de petites voitures et tout, c'était les animaux. J'avais des lions, des chevaux, des peluches, je lisais que des histoires avec des animaux dedans, j'avais le classeur où il y a tous les animaux avec les fiches, on recevait ça chez nous, pareil, j'avais ça et tout. Donc c'était vraiment ma passion, et donc j'avais une stratégie, peut-être vous pourrez la tenter si jamais vous voulez faire écouter ça à vos enfants. Mais donc à chaque Noël je demandais un chien, mais j'avais compris qu'on me disait non, donc ce que je faisais c'est que je demandais des trucs plus gros,
pour qu'on me dise, bah oui, prends un chien. Donc je demandais un lion, un loup, et en troisième, un chien. Parce qu'on me disait, si on me dit non au lion, je savais qu'on allait me dire non, je finirais bien par avoir le chien à un moment donné, quoi. Bon, ça n'a pas marché. Donc j'ai fini par avoir un chien très très tard. J'avais 17 ans, c'était le chien de la famille, c'était pas du tout que le mien. Mais c'est par ce biais-là que j'ai découvert les clubs canins, et j'ai mis le doigt dedans. Et j'ai plus jamais retiré depuis. Moi, j'avais cette passion du chien qui n'a pas été assouvie instantanément. Ouais. Mais dès que la porte a été ouverte, je me suis lâchée, quoi. Okay. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu chez moi. Ok, très bien. Du coup, j'ai envie d'enchaîner direct. Donc, comment tu as découvert les clubs canins à ce moment-là? Parce que je ne sais pas si c'était quelque chose de... Aujourd'hui, je pense que ça l'est moins. Mais c'est à l'époque, c'était quelque chose de très automatique, tu vois, t'as un chien, tu vas aller faire l'éducation en club, et c'est ça qui t'a fait découvrir le reste. Comment ça s'est fait? C'était plutôt dans ce sens-là? Et ben en fait, il s'avère que ma mère venait d'arriver dans un nouveau travail dans lequel elle avait retrouvé une personne avec qui elle était à l'école quand elle était plus jeune. Okay. Et cette personne était la présidente du club canin de ma ville. Donc, quand ma tante a pris un chien, pour que ma tante s'en sorte parce qu'elle n'arrivait pas trop à gérer la bête, elle est allée du coup au club canin sur les conseils de sa collègue, et on a découvert le club canin par ce biais-là. Donc moi je suis déjà allée 1 ou 2 fois comme ça, mais ça m'intéressait pas forcément sur ce coup-là. Et par contre je pense qu'il y avait vraiment cette histoire de oui, quand t'as un chien tu vas au club canin. Enfin c'était quand même assez courant. C'était plus courant. Et je sais pas aujourd'hui exactement comment ça se passe, mais vraiment à l'époque tout le monde passait quasiment par le club canin, quoi. On connaissait tout le monde qui avait un chien dans la ville était venu au club canin, on se connaissait quasiment tous, quoi. C'était un passage obligé, entre guillemets, mais pas forcément sur du long terme, hein, sur quelques mois, mais on voyait passer tous les chiots. Enfin, moi, je me rappelle de donner des cours à l'école du chiot, parce qu'après, une fois que tu mets le doigt dedans, bon, tu commences à donner des cours. Et donc, j'étais responsable de l'école du chiot, et j'avais des classes, on avait 14-15 chiots, alors qu'on était sur une ville qui était très petite, on n'était pas du tout sur un grand endroit, quoi. Donc, oui, moi, c'était par recommandation, on va dire. Et puis, il y avait quand même un petit peu ce côté... oui, c'est ce qu'on fait quand on a un chien. On va au club canin. Ouais. Ok. Très bien. Et toi, Camille? Eh ben, moi, j'ai connu aussi, grâce au club canin, en fait, l'agility, les chiens. C'est vraiment par ce biais-là que j'ai eu envie déjà d'avoir un chien. Ouais. Parce que quand j'étais petite, j'avais 9 ans par là, le club canin donc, de la ville où j'étais est venu faire une démonstration d'agility à l'école. Okay. Et donc j'ai découvert l'agility comme ça. Les chiens, j'aimais déjà énormément les animaux. Les chiens, on avait un chat à la maison, mais on n'avait pas de chien. Et j'ai vu ça et j'ai dit, je veux un chien et je veux faire ça. Et donc j'ai fortement insisté pendant de nombreux mois auprès de mes parents. Il s'est avéré qu'une copine de classe de primaire a eu un berger allemand. Donc après, je voulais un berger allemand absolument pour faire de l'agility. J'avais toujours cette idée en tête. Et finalement, j'ai eu un malinois. Parce que le berger allemand, voilà, l'histoire du berger allemand, c'est que ça devient dysplasique à un moment donné. Donc, la personne chez qui on a pris notre première chienne, donc Nala, nous avait dit « Non, prenez un malinois, c'est mieux ». Bon, pour une enfant de 10 ans, c'était pas le plus facile. Pas forcément l'idée. Mais mes parents m'avaient dit, d'accord, on prend un chien, mais ce sera toi qui t'en occuperas et tu iras au club canin avec. Moi, je dis, oui, je veux absolument aller au club canin. Et donc, me voilà débarquée avec ma petite malinoise de 2 mois et demi et moi, haute comme 3 pommes, à 10 ans, au club canin de la ville à côté, avec les gens que j'avais vus en démonstration, donc j'étais trop contente. Et puis pareil, j'ai plus vraiment arrêté en fait après ça. Trop bien. Incroyable. Trop beau. Mais il y a plein d'histoires comme ça d'enfants ou de très jeunes ados qui se lancent comme ça. Enfin, je trouve qu'il faut quand même avoir des parents qui font vachement confiance pour faire ça. Et puis c'est chouette, ça fait des belles histoires. Après, ils m'ont toujours aidée, toujours accompagnée. Mais eux, ils n'ont jamais fait d'agility. Mais par contre, ils m'ont toujours accompagnée au club au départ, les cours d'éducation, puis les cours d'agility. Et puis, on a déménagé, mais je voulais absolument continuer. Donc, ils m'ont toujours accompagnée quand même. Et puis, même encore maintenant, ils sont toujours pas loin. Ouais. Ah, trop cool. Trop chouette. Du coup, quand on parle d'agility, on parle de quoi? Alors... L'agility est un sport canin qui est largement inspiré de la pratique de l'équitation. Ouais. Alors, à la base, c'était vraiment ça. Je pense qu'il y a un gros truc de l'équitation, ça coûte cher. Les chiens, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc moi, je le sais, pour être passée d'ailleurs par une phase chevaux, aller au centre équestre, parce que je ne pouvais pas avoir de chien.
Et vraiment, le jour où il y a eu le chien, j'ai complètement arrêté les chevaux. C'était beaucoup plus facile à gérer. Et donc, l'agility, ça consiste à faire franchir à nos chiens une série d'obstacles. Donc, on va avoir des haies, on va avoir des tunnels, on a aussi des obstacles à zone sur lesquels les chiens vont monter. Ça a été rendu un petit peu populaire à une époque. Il y avait une pub granola qui tournait un peu à la télé où on voyait... alors c'était le gars en fait qui faisait le parcours à la place du chien. Oui, c'est je vois. On voyait à la télé un petit peu l'agility à ce moment-là, donc il y a eu un petit regain d'intérêt pour la discipline. Et c'est donc un sport à part entière qui demande énormément de coordination à la fois du côté du chien et de l'humain. C'est aussi un sport qui peut se pratiquer à la fois en compétition ou en loisir. Donc nous, on est compétitrices. On est compétitrices à fond et c'est ce qu'on adore. Donc on prépare nos chiens pour le haut niveau, on pratique au haut niveau, mais on peut aussi tout à fait faire de l'agility en mode plus détente, avec moins d'enjeux, moins de problématiques. Au niveau de l'agility, là où il va y avoir un vrai enjeu dans l'apprentissage, c'est l'apprentissage du chien. Il va falloir vraiment qu'il apprenne beaucoup de choses, à franchir chacun des obstacles de la bonne manière, parce qu'il y a des règles. Si le chien ne franchit pas l'obstacle de la bonne manière, on a des fautes, on a des pénalités. Donc si on veut avoir le meilleur classement à la fin de notre parcours, il faut qu'on fasse le meilleur parcours le plus rapidement possible, avec le moins de fautes possible. Si possible 0, c'est encore mieux. Et donc il faut que les chiens apprennent à faire tout ça tout en étant en pleine vitesse, en pleine course. Alors, il faut savoir que nos chiens, quand ils sont à fond sur un parcours, ils font entre 6 mètres, 6 mètres 5 secondes. Donc on est sur une vitesse qui est assez importante. Le parcours va se dérouler en 30-40 secondes maximum, donc ça va très vite, en tout cas avec nos chiens à nous qui sont très sportifs. Donc il faut qu'ils soient capables de performer à une vitesse élevée tout en prenant les obstacles dans le bon sens, de la bonne manière. Et à savoir aussi, je le précise parce que parfois les gens sont étonnés, mais les parcours qu'on a à chaque fois sont différents. Donc on a un certain nombre d'obstacles, entre 20 et 22, qui vont être disposés sur un terrain qui fait environ 20 mètres par 40, donc on est à peu près sur une carrière d'équitation en termes de superficie. Ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, mais en général on n'est pas content parce que c'est un peu serré, on préfère quand il y a de la place. Et sur cet espace-là, donc les obstacles sont disposés de manière à être dans une trajectoire qui sera plus ou moins complexe en fonction du niveau, puisqu'on va pouvoir concourir à des niveaux différents de difficulté. Et donc à chaque fois on a un parcours différent, et donc on doit faire ce qu'on appelle la reconnaissance, qui est aussi un moment où les gens trouve ça très drôle quand ils ne connaissent pas, c'est qu'on est tous sur le terrain, mais on n'a pas nos chiens, et on va regarder dans quel sens sont les obstacles, on va voir quelle technique de conduite on va utiliser pour pouvoir bien donner les informations à notre chien. Et donc voilà, on est tous en train de marcher comme des fous, en tendant le bras comme ça dans le vide, il n'y a rien, il n'y a pas de chien, mais on est en train de le faire comme si on allait le faire après, parce que chaque parcours est différent, donc il faut qu'à chaque fois on l'apprenne, on le retienne, et après on passe nos chiens dessus. Oui, c'est vrai que c'est très inspiré effectivement du saut d'obstacle à l'équitation, pour avoir pratiqué un peu, effectivement, j'avais oublié cette étape de la reconnaissance, mais par exemple, tout à fait. Ok, très bien. Ce qui est cool aussi dans l'agility, c'est qu'il y a une vraie part active de la part de l'humain. Oui. C'est vraiment un sport de collaboration, en fait, de coopération. Oui, en fait, l'humain, il a vraiment une part très importante dans ce sport canin-là. Contrairement à d'autres, par exemple les sports de flair, où c'est vraiment on se fie au chien. Là, l'humain va être à la fois l'entraîneur du chien, puisque c'est nous qui entraînons nos chiens. On va leur apprendre tout ce qu'il faut pour faire le parcours, et on va aussi être leur conducteur. Et donc c'est aussi là où ça peut devenir un petit peu plus complexe, c'est qu'il faut aussi guider le chien correctement pour qu'il prenne, donc, comme disait Pauline, les obstacles dans le bon sens. Et donc, ces deux particularités font que c'est très prenant pour l'humain aussi, et c'est aussi très intéressant pour ça, parce qu'on a cette partie où on est à la fois entraîneur du chien, on doit tout lui apprendre de petit jusqu'à toute sa vie finalement, parce qu'il y a toujours des choses à revoir, et on est aussi son conducteur, donc on a aussi des gestes techniques à apprendre comme dans un autre sport, comme on pourrait apprendre au tennis, en faisant un coup droit, un revers, un service par exemple. Et bien en agility, on va avoir aussi des changements de main, des pivots, des avions, des façons de faire qui vont être vraiment spécifiques à ce sport-là. Donc c'est aussi intéressant pour l'humain, pour ce côté-là aussi. Ouais, il y a beaucoup de précision, j'ai l'impression, et de la part du chien et de la part de l'humain. C'est trop chouette, trop cool. Du coup, donc, vous nous dites que vous avez toutes les deux fait de cette passion votre métier aujourd'hui. Est-ce que vous voulez me raconter un peu votre parcours pro qui s'est donc rejoint à un moment donné? Ou peut-être vous pouvez nous raconter comment vous êtes rencontrés? Ah oui, on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, donc moi j'avais
mon activité professionnelle où j'avais commencé donc le côté éducation. Et je voulais surtout faire de l'agility quand j'ai commencé parce que l'éducation et le comportement, à l'époque, voilà, ça me passionnait pas du tout. Ouais. Je voulais faire des trucs fun. Et donc l'agility, c'était beaucoup plus rigolo. Et donc j'avais acheté une maison qui était super sympa, avec un grand terrain, des chambres pour recevoir les gens, et j'organisais des camps dans ce centre. Et donc des camps d'agility sur plusieurs jours. Sauf que quand tu es tout seul pour animer un camp, tu peux pas prendre beaucoup de gens, et puis c'est un petit peu fatigant et c'est pas rigolo. Donc j'aimais bien faire venir des intervenants. Et donc j'ai invité des gens à droite à gauche que je connaissais. Et puis j'ai demandé à Camille si elle pouvait venir, parce que j'ai trouvé sur internet. On avait discuté un petit peu avant, parce qu'en fait on a un point commun aussi dans notre histoire, c'est qu'on a toutes les deux perdu un chien très jeune, très brutalement, et quasiment la même année. La même année, ouais. Et donc tu m'avais écrit, moi je me rappelle quand j'avais perdu Obi, en me disant j'ai vécu la même chose aussi avec Zach et tout, et donc on avait déjà un petit peu commencé à changer à ce moment-là. Donc c'était déjà cette chose-là qui nous liait au départ. Et ensuite, donc voilà, j'ai proposé à Camille de venir chez moi, mais on se connaissait pas du tout. Enfin, c'était par internet, là, on est d'accord. Ouais, c'était que par internet, par Facebook et tout. Tiens, elle fait des stages d'agility dans le sud, elle a l'air sympa, donc viens, tu vois, viens. Et puis elle est venue, et là, coup de foudre. Coup de foudre amical, coup de foudre d'agility. Enfin, c'est incroyable. Camille a déjà les larmes aux yeux. Il m'en faut pas beaucoup déjà. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, il y a personne d'autre à qui je confierais mes chiens ou mes élèves avec autant de certitude sur tout va bien se passer, quoi. Enfin, on est raccord sur tout, sur notre vision du chien, sur la façon de les travailler, sur l'agility. Et puis même en dehors de ça, en dehors du côté agility, du côté perso, donc du fait qu'on ait vécu les mêmes choses aussi, et puis même voilà, sur nos visions du monde et nos valeurs. Enfin, c'était le coup de foudre, incroyable, la rencontre inattendue, et vraiment trop, trop bien, quoi. Donc, mais je me rappelle, ça a vraiment fait clic. Te revois arriver à la maison, et je sais pas, on se dit un truc, on rigole, et là c'était bon, quoi. Enfin, c'était parti. Ça fait 10 ans, déjà. Ça fait 10 ans. Ouais. Trop cool. Et depuis, voilà, on se quitte plus. Et du coup, vous aviez un peu le même parcours pro aussi, il me semble. Pas du tout. Non, parce que oui, il y a eu quand même un avant chien. Ouais, avant, oui. On n'a pas du tout le même parcours pro. Non, moi non, j'ai tout de suite commencé dans le chien. J'ai fait des études de biologie, j'ai fait 4 ans d'études de biologie, biologie de l'environnement. Et puis après, c'était ou la recherche, ou quelque chose qui n'avait rien à voir, ou l'enseignement. Et j'ai dit, quitte à faire de l'enseignement, autant rester dans ma passion. Et du coup, j'ai choisi de faire de l'agility mon métier. Ce qui, à l'époque, donc il y a 15 ans, était quand même quelque chose de très, très rare en France. Ouais. On commençait à le voir à l'étranger. Il y avait beaucoup d'étrangers qui commençaient à professionnaliser un petit peu ce sport et à devenir coach professionnel. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, ça faisait déjà des années que je faisais ce sport-là. Et j'avais quand même quelques connaissances aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, essayer d'en faire mon métier. Et je me suis lancée tout de suite. Donc finalement, j'ai jamais été salariée dans une autre branche, dans un autre métier. J'ai commencé tout de suite avec ça. Et évidemment, avec un peu d'éducation canine aussi au départ, parce que en méthode positive, on n'était pas très nombreux non plus. Donc c'était aussi intéressant de partager ces méthodes-là avec plein d'autres personnes. Et puis après, je me suis orientée uniquement sur l'agility et le hooper aussi maintenant. Voilà. Très bien. Et moi, j'ai pas du tout le même parcours. Moi, je suis bien passée par le salariat et par une autre type d'activité. Donc, vous avez en face de vous une experte démographe. Voilà. Donc, pas mal. Voilà, je tiens à le dire. Parce que j'ai passé mon master pro d'expert démographe à la Sorbonne. Donc, qui n'est pas du tout un métier passion, on est d'accord. Mais par contre, en parallèle en fait, de toutes mes études, moi, j'ai commencé très tôt à me former pour donner des cours en club canin. Donc à 20 ans, j'avais déjà toutes les formations de la CNEAC, j'étais responsable d'éducation dans mon club, j'étais membre du comité, enfin voilà, je me suis très vite très très investie à ce niveau-là. Et en fait, tout en parallèle de mes études, je me formais aussi sur le côté chien. Donc j'ai fait ma formation pro en parallèle de mes études à la fac, donc j'ai loupé des cours, les profs n'étaient pas très contents, mais c'est pas grave, pour faire ma formation professionnelle, et puis pour faire d'autres formations aussi que je suivais un petit peu à droite à gauche. Donc moi, mon père m'avait dit, il te faut un vrai travail, donc des trucs de chien, ça va 2 secondes, mais il faut un vrai boulot. Donc j'avais écouté mon père et j'ai fini par être, alors attention, asseyez-vous,
responsable du département d'analyse statistique et de représentation cartographique de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. Donc ça, c'était moi. J'adore. Donc j'ai tenu 5 ans dans ce métier qui n'était pas non plus un métier passion. Alors en fait, travailler à la Sécu, si, c'était quand même quelque chose qui, moi, correspondait à mes valeurs et je trouvais ça important. Enfin voilà, il y avait plein de choses derrière qui, pour moi, étaient importantes d'un point de vue personnel. Mais c'est vrai que mon activité en soi, qui était d'analyser des bases de données, de faire des requêtes SQL, voilà, bon, ça me passionnait un petit peu moins. Puis j'encadrais aussi, j'étais manager. Je sortais d'une formation où j'avais aucune expérience dans le management, donc j'ai appris le management sur le tas. Et il faut dire que toutes mes formations sur le chien m'ont énormément aidée parce que j'appliquais sur mes agents ce que j'avais appris avec les chiens. Et comme à la Sécu, on a beaucoup de facilité au niveau des congés ou des jours à poser, ben en fait, j'ai créé mon activité en parallèle de mon activité salariée. Et donc, petit à petit, je commençais à organiser des stages, donner des cours. Je travaillais beaucoup sur la forme de stage parce que j'étais pas dans une région où il y avait forcément beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que c'est plus facile le stage. Et puis, oui, mais si, moi, j'avais mon blog. Oui. À l'époque, alors attention, on remonte encore à un temps où les blogs existaient. Mais quand j'ai eu Obi, mon berger australien, donc c'était la dernière année de mes études, j'étais sur Paris encore. Et donc, je l'ai eu 2 mois avant les examens, quoi. Et j'ai créé mon blog qui à l'époque s'appelait Lobby Blog, dans lequel j'écrivais des articles sur mon chien, sur l'éducation canine, sur tout ce que j'apprenais, ce que je faisais avec lui. Puis je me formais en méthode positive beaucoup aussi à l'étranger parce qu'en France il n'y avait rien. Donc j'ai appris l'anglais à cause ou grâce au chien pour pouvoir suivre ces formations-là. Et donc avec Obi je faisais ce blog et tout et il était très suivi. J'avais beaucoup de gens qui me suivaient à l'époque en fait. Et c'est comme ça que mes premiers stages sont remplis. 2012, 2014. Ouais, 2009, 2010. Ils sont partis en 2014. Ouais, donc 2010 alors. 2010. Ouais. Et première chaîne aussi d'éducation canine sur Dailymotion. Oh wow, sur Dailymotion. Et j'ai encore mes vidéos qui sont dessus. Je sais pas si elles se sont encore, mais j'ai des vues encore sur mes vidéos Dailymotion d'il y a plus de 15 ans, quoi. Trop drôle. Et donc voilà, donc moi j'étais à fond sur le côté en ligne, je trouvais ça génial, incroyable. C'est comme ça que moi j'avais découvert les méthodes positives, c'est comme ça que moi j'avais appris plein de trucs sur le chien. Et je me disais mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Et donc du coup dès le début le blog et du coup les gens qui venaient en stage. Et donc du coup pour revenir à ce parcours pro, petit à petit faire monter l'activité professionnelle en parallèle du salariat, demander des congés sans solde. Donc l'avant-dernière année 3 semaines, la dernière année 5 semaines. Donc au bout d'un moment, il faut se résoudre à l'évidence. Il faut partir là, madame. Trop aller au travail, voilà. Vous ne voulez plus venir ici? Non, partez. Et donc voilà, j'ai démissionné et je me suis lancée à 100% sur mon activité à côté. Trop bien. Et c'est drôle parce que du coup, toi, tu as toujours eu... Parce que bon, aujourd'hui, ton activité en ligne, elle fait partie intégrante de ton quotidien, de ton métier. Mais du coup, ça a toujours été ça depuis le tout début, en fait. Tu as directement commencé par le blog. Mais moi, je suis une très grosse geek. Moi, j'ai commencé, je codais des sites internet. J'avais 10 ans sur l'ordinateur dans le salon, quoi. Moi, j'ai découvert Excel toute seule chez mes parents. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était évident. Internet, c'était évident que c'était... une source d'échange et d'informations incroyable, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est lancé, et quand on s'est lancé aussi dans les cours en ligne, moi, sur le côté éduc aussi, il y avait un côté très, très réfractaire. Hein. C'est non, on n'éduque pas les chiens en ligne, on va rien apprendre avec ça, vous ne saurez pas faire et tout. Des gens qui, après, d'ailleurs, pendant le confinement, ont fini par se dire que c'était très, très bien les choses en ligne. Bref, c'est drôle. Mais oui, il y avait un côté très très réfractaire à ça que moi je comprenais pas parce que je me disais mais moi mon chien je l'entraîne chez moi en fait donc j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va me dire comment faire alors que s'il me le dit et que je le fais chez moi c'est très bien aussi et en fait j'ai réfléchi aussi à ça la dernière fois, j'ai jamais pris de cours avec un pro ou quoi que ce soit avec aucun de mes chiens, j'ai jamais été chez quelqu'un pour travailler mes chiens en fait et jamais quelqu'un n'est venu chez moi pour faire bosser mes chiens. J'allais au club canin avec mon premier chien qui était pas le mien, qui était celui de la famille et après tout est géré en interne, enfin voilà, via les formations en ligne ou les bouquins. Et c'est vrai que c'était pour moi une évidence, vraiment. Oui, puis j'imagine qu'à ce moment-là, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais les méthodes positives dans les sports canins, déjà encore aujourd'hui en 2025, on est un peu encore au début, j'ai l'impression. Donc vous, je pense que l'accès à Internet vous a aussi facilité ça. Mais incroyable. Toi, c'était le cas aussi, du coup, Camille. Alors moi, je suis une dinosaure de l'agility, comme on dit, et j'ai découvert par le club. On était un club à l'époque qui était déjà un peu novateur. C'était un des premiers clubs à avoir l'école du chiot,
à parler quand même de renforcement positif, à récompenser avec du fromage et de la balle. C'était déjà pas mal. Ouais. Et en fait, je pense que c'est autour de 2005-2006 où le clicker training est arrivé en France. Et c'était aussi le début d'Internet. Et je me souviens qu'il y avait des listes mail qui circulaient autour de ces méthodes-là. C'était Catherine Collignon, notamment, qui partageait beaucoup ça. Et en fait, avec quelques amis d'entraînement, on s'est dit, mais ces méthodes-là, il faut qu'on les applique à l'agility. Parce qu'évidemment, ce qu'on voyait ailleurs, c'était loin d'être positif. Et même nous, on avait des méthodes que maintenant, on n'utiliserait plus. On n'était pas dans le coercitif violent non plus, mais on n'utiliserait plus ces méthodes-là quand même. Et on a dit, mais il faut qu'on arrive à développer cette méthode du clicker training à l'agility et à la mettre en application sur des choses qu'on a besoin pour l'agility. Et petit à petit, on a développé ça. Et puis, il y a aussi beaucoup le travail des Canadiens, des Américains, des Anglais aussi, qui étaient beaucoup plus en avance que nous. Et on s'est beaucoup inspiré aussi de tout ça, quoi. Vraiment. Mais c'était des années folles. Enfin, oui, c'était vraiment intéressant. Je pense que Mais je pense que tout secteur, en fait, c'était dans les années 2005-2010, tout popait, quoi. Tout était l'aventure. Enfin, je veux dire, moi, j'ai monté mes chiens dans le jardin avec des bouts de bois, avec mon clicker, avec mes jouets. J'inventais des méthodes d'apprentissage où, bon, après, d'autres les faisaient aussi, je ne le savais pas, mais j'inventais des trucs, je testais plein de choses. Et tiens, si on faisait comme ci, comme ça, et on prenait nos manuels. J'avais traduit Don't Shoot the Dog de Karen Prior. Je l'avais traduit en français moi-même à la main sur mon ordinateur parce que je voulais que les gens le lisent, tu vois. Et donc je me basais sur ce bouquin, je le prenais, je le regardais et je cherchais des solutions et on inventait. C'était hyper riche, quoi. Enfin, moi je me rappelle avec mon chien, c'était un des premiers chiens à faire du running contact dans notre régional. Donc le running contact, c'est quand on demande au chien de faire les zones, donc les obstacles où le chien va monter dessus, les planches, etc. Et il doit toucher en fait les parties colorées en haut et en bas. Donc maintenant c'est plus que en bas, tout en courant. Alors qu'avant, on faisait arrêter les chiens, on les faisait asseoir parce qu'ils doivent absolument toucher cette zone-là, donc les faire s'arrêter, t'es sûr qu'il a mis la patte dedans. Nous, on leur apprenait en courant. Moi, là où je courais, il y avait 2 chiens qui faisaient ça, quoi. Et un, je pense que c'était par erreur, enfin par hasard. Moi, je lui avais appris à mon chien à le faire, quoi. C'était mon objectif, c'était ça, où je donnais des ordres à mon chien, on se moquait de moi parce que je donnais des ordres pour lui dire de tourner court sur les haies. Et c'était fou, on disait saute, pourquoi tu t'embêtes avec ces mots différents et tout ça. Je suis allée en Slovénie toute seule dans mon kangou pour aller en stage avec Sylvia Trickman, quoi. C'était incroyable, elle a révolutionné le monde de l'agility. Enfin, c'était des aventures extraordinaires et c'est vrai que des fois on en reparle et, on se dit on vivra plus jamais ça parce qu'on découvrait tout et tout était génial et c'était des explosions de cerveau à tous les coins de rue, quoi. On peut faire ça, mais attends, et ça, et des concepts hyper poussés d'entraînement, parce que l'agility, c'est ça qui est ultra passionnant, c'est que c'est de l'entraînement ultra poussé quand on veut le faire bien et quand on veut vraiment avoir des chiens performants. Mais du coup, tu dois aller chercher des choses que tu verrais sur aucun autre sujet, en fait. Donc, on devient des pros de l'entraînement, on sait apprendre des choses aux chiens très facilement et en même temps on kiffe et on teste plein de trucs avec nos chiens et c'était incroyable. Incroyable. En fait, c'est surtout une histoire de geekerie, quoi, au début. À la fois sur le côté internet nous permet d'avoir accès à un univers nouveau, quoi, qu'on crée en même temps, qu'on découvre, et à la fois sur le côté on s'entraîne et on invente et mais les chiens, enfin, je pense que toi aussi, mais moi, les chiens ont guidé toute ma vie. Enfin, je veux dire, si je parle anglais aujourd'hui, c'est à cause des chiens. Complètement. Si j'ai voyagé à l'étranger partout, c'est à cause des chiens et de l'agility. Si j'ai rencontré plein de gens dans le monde, c'est grâce à ça. Si je connais Camille, c'est grâce à ça. Si aujourd'hui, j'habite là où j'habite et j'ai la maison que j'ai, c'est pour que les chiens soient bien. Enfin, tout tourne autour de ça. Alors, pas forcément dans le sens où c'est une obsession, je suis tout le temps en train de penser à ça, où je fais de l'agility tous les jours. Mais ça fait partie de moi, quoi. C'est qui je suis. Donc, même sans... En fait, j'y réfléchis même pas, c'est évident, tu vois. Et ça a complètement tracé nos chemins de vie, quoi, c'est sûr. Et je pense que ça sera pour toujours. Enfin, si demain l'agility disparaissait, on continuera à prendre des trucs à nos chiens, quoi. Je sais pas quoi, mais on continuerait. Très bien. Et donc, ensemble, vous avez créé Planet Agility. Oh oui. Et oui. Vous pouvez nous présenter ça ? Et oui, en fait, forcément, de cette histoire d'amitié qui s'est vite créée, on a fait beaucoup de camps ensemble chez Pauline, dans sa petite maison à Agonge, dans l'Allier. On a eu beaucoup d'élèves. Tout le monde était super content de venir en camp parce que c'était aussi l'occasion de passer des vacances, de faire de l'agility ensemble. Et puis, on a créé aussi un petit
un petit club de bisounours quand même, parce qu'on travaillait évidemment que en positif. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont découvert ça et qui ont trouvé ça vraiment impactant aussi sur leur vie et sur la vie avec leurs chiens. Et la vie en club canin, et voilà, on a eu quand même un certain impact sur cette période-là où on faisait 4-5 camps par an minimum. Ah oui, minimum. Il y a une année, on en a fait 13. Waouh. Donc on avait des gens de toute la France qui venaient de Suisse, de Belgique, découvrir l'agility autrement, en fait, de ce qu'ils avaient vu avant. Et aussi, je t'interromps, mais on avait aussi cette approche par rapport à la pédagogie qui était que nous, ce qu'on offrait, c'était pas du tout la même expérience que ce que tu peux avoir ailleurs en stage agility, où très souvent, quand tu vas en stage agility, on te pose un parcours, on fait passer ton chien dessus, et voilà. Et où nous, ça nous semblait pas du tout logique et cohérent. Et en fait, on a vraiment construit nos camps où, quand tu arrives en stage chez nous, tu as un emploi du temps avec des thématiques en fonction de ce que tu as besoin de travailler avec ton chien. Et on va travailler les thématiques, on va aller à fond sur les sujets, les approfondir pour que tu aies une vraie transformation, quoi. Parce que faire passer un chien sur un parcours, tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin que je te regarde le faire, en fait. C'est pas où je vais te donner 3 conseils et puis tu vas finir par faire ton parcours. Mais demain, c'est un autre. Nous, on avait vraiment à cœur d'avoir un apprentissage profond et un vrai sens dans ce qu'on faisait et pas simplement faire de l'agilité au chien ou ça. On va ça, au club. Les gens pouvaient le faire partout. Enfin, chez eux, s'ils avaient un parcours ou en club, le but, c'était quand même qu'ils repartent avec des nouvelles idées, des nouvelles méthodes et surtout que ça fasse un gros tilt aussi dans leur tête. Il y a évidemment l'agility, mais pour moi, il y a toujours ce fil rouge aussi des méthodes positives, d'entraîner son chien dans le positif. L'agility, c'est un bon prétexte et on adore, mais il y avait aussi ce côté impactant de montrer que, regarde, si tu récompenses ton chien, et la zone, il l'a fait tout seul, en fait. T'as pas besoin de le prendre par le cou et de le forcer à y aller, comme malheureusement, moi, j'ai connu dans certains clubs. Donc c'était aussi ce côté impactant-là. Et on avait aussi des gens qui avaient tout niveau, qui des fois concouraient à très haut niveau. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que tous ces gens, tout ce panel de personnes en fait, qui font de l'agility depuis parfois de nombreuses années, même des fois avant moi, il leur manquait quelques compétences, quelques bases qu'ils n'avaient pas, quel que soit leur niveau, et qui nous paraissaient logiques et simples et faciles, comme comment récompenser son chien, à quel endroit, avec quel outil, comment apprendre telle chose, ou comme ci ou comme ça, mais des choses qui pour nous étaient devenues finalement assez basiques, parce qu'on le faisait depuis déjà bien longtemps, depuis presque 10 ans, je pense, quasiment, en ayant découvert le clicker assez tôt. Et on s'est dit, mais finalement, c'est un peu frustrant, parce qu'on est toujours obligé de revenir sur ces bases-là et réexpliquer encore ces bases-là à toutes les personnes qui viennent en stage. Et puis, il y avait aussi cette idée que si les gens reviennent en stage, eux, c'est bon, on leur a déjà expliqué. Et du coup, ça crée un peu un décalage entre les personnes. Et donc, un jour, on est parti au Danemark pour faire une compétition d'agility. Et puis, on s'est perdu un petit peu. On est passé par Liège, d'ailleurs, ce jour-là. Et c'était pas prévu. On s'est retrouvé un feu rouge au milieu de Liège. Et c'est sur ce trajet jusqu'au Danemark où on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne ferait pas des cours en ligne ensemble ? Des cours communs, en fait, qui regroupent finalement toutes ces compétences, ces connaissances-là, et que les gens ont vraiment besoin de connaître. Et du coup, en réunissant toutes ces compétences et ces connaissances sur, évidemment, une plateforme en ligne, ce qui n'existait pas en français à l'époque, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y avait pas de cours en ligne. Il y avait déjà à l'étranger, puisque nous, on en suivait déjà un petit peu à l'étranger. Mais il n'y avait pas en français. Et on s'est dit, ce serait bien d'avoir un peu cette base de données, base de cours, que les gens pourraient suivre toute l'année. Et puis, quand les vacances arrivent et que c'est l'heure du camp, ils ont accumulé toutes ces connaissances et ils arrivent au camp en ayant toutes les connaissances. Et on peut leur faire des trucs beaucoup plus poussés, beaucoup plus avancés, parce que les chiens sont déjà entraînés, eux aussi. Et pour nous, c'est plus sympa parce qu'on peut faire des choses plus complexes. Et puis pour les gens aussi, parce que du coup, ils viennent en stage apprendre des choses encore un level au-dessus. Et ça accélère encore plus le processus. Donc c'est comme ça qu'on a créé Planet Agility en 2018. Voilà. Planet Agility Base. Voilà. Et c'était un truc de ouf. Donc on a fait ça l'été en route sur le Danemark.
T'avais le L'ordi. carnet, Le cahier. On réfléchissait les catégories, les cours et tout. On rentre, on tourne énormément tout l'automne et on lance ça en fin d'année et on a 350 personnes qui rejoignent le cours. Ah ouais. En sachant qu'en Agility, on a 6000 licenciés. Enfin, on est sur une énorme partie des Français d'Agility qui nous suivent, quoi, et qui rentrent dedans. Aussi, c'était l'époque où il n'y avait pas non plus beaucoup de cours en ligne. Les gens n'étaient pas habitués. Pour beaucoup, c'était leur tout premier cours en ligne. C'était pas du tout normal, quoi, de faire ça à l'époque. Ouais. Et donc, on lance ça. Et voilà, énorme succès. Beaucoup de gens dedans. On fait les camps. Et là, on fait les camps, mais on se régale. Parce que les gens là, on peut arrivent. rigoler, quoi. Ah bah oui. Ouais. Ils ont des bases, les chiens sont nickel. Et même, on nous disait à l'époque, on nous le dit encore d'ailleurs, vos élèves, on les reconnaît tout de suite. On sait qui c'est qui est passé par Planet Agility. Parce que y a déjà une façon de parler où, voilà, forcément, les gens vont utiliser les mêmes mots que nous, les mêmes ordres, etc. Mais même sur la façon d'être avec le chien, sur l'attitude, sur le côté, non, je punis pas mon chien, ou je le récompense, et mon but, c'est de lui apprendre des choses et tout, qui était hyper marqué, en fait, et qui, du coup, était une vraie marque de oui, je suis passée via Planet Agility, et on a rencontré des gens extraordinaires, des gens qu'on a toujours aujourd'hui en cours avec nous, parce qu'ils ont d'autres chiens, donc ils reviennent. Et une vraie communauté de gens qui pensent que l'agility, c'est pas fait pour punir les chiens, que les chiens, ils viennent pas pour nous embêter. Quand ils font des fautes, c'est pas parce que ils sont levés le matin en disant « je vais bien lui faire la barre pour pas qu'elle ait son résultat ». Enfin, on est sur des gens qui réfléchissent, qui veulent que leur chien soit bien, que leur chien comprenne, que leur chien apprenne. Et ce petit monde de bisounours qu'on s'est créé... il est génial, quoi. Et c'est trop drôle quand, d'ailleurs, il y a des gens qui ont découvert l'agility avec nous, et qui n'ont jamais fait en club, et qui après ont dû aller en club canin, et qui ont ils ont fait le chemin inverse par rapport à nous. Et voilà, moi j'ai eu déjà des appels en larmes de au club ils tapent les chiens, au club ils crient sur les chiens. Oui, mais comme tu es obligé d'être en club pour avoir une licence en France, si tu veux faire de la compétition, en tout cas à l'heure actuelle, et tu es obligé d'aller en club canin, quoi. Donc tu peux pas ne faire que Planet Agility. À un moment, il faut que tu mettes les pieds dans un club. Et des fois, c'est pas Jojo, quoi. Ok. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on commence l'agility finalement aujourd'hui? Alors, je pense que effectivement, on peut passer par Planet aujourd'hui, maintenant. Oui. On peut commencer comme ça, déjà, en tout cas. Oui, on peut commencer comme ça. Je pense que la plupart des gens commencent par le club canin. Il y a aussi notre chaîne YouTube qui tourne pas mal quand même. On a... je sais plus, peut-être 6-7 000 abonnés, je crois. Donc on a quand même des gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube, je pense, qui ont découvert, parce que c'est sûr que sur les 7 000, on n'a pas que des gens qui font déjà de l'agility, ça c'est vraiment évident. Donc il y a des gens qui découvrent aussi par ce biais-là. Et oui, si aujourd'hui on veut faire de l'agility, il faut... En fait, je pense qu'il faut se poser la question de compétition ou loisir, n'empêche. D'accord. Parce que c'est pas la même chose, et on va pas envisager les choses de la même manière. Nous, on prépare nos chiens pour la compétition, et on les prépare depuis le jour 1. Donc on me dit souvent à quel âge tu commences l'agility. Je sais pas, ça dépend ce que ça veut dire commencer l'agility, quoi. Parce que nous, jour 1, on commence l'agility, mais ça veut pas dire que nos chiens font des obstacles ou ils font des parcours. Mais jour 1, on les prépare en fait, dans l'optique de ils vont en faire. Donc on commence à leur apprendre des choses, ou à faire attention à ce qu'on leur apprend, dans l'optique que l'agility ce soit simple quand ils vont devoir le faire après. Donc du coup, nous on a cette idée dès le début de on veut un chien performant, on veut un chien qui soit le meilleur possible pour la discipline, parce qu'on veut pratiquer à haut niveau, mais on peut aussi pratiquer l'agility loisir, et là on peut commencer avec un chien à n'importe quel âge, même d'ailleurs l'agility compétition, on peut commencer avec un chien qu'à n'importe quel âge, simplement on n'aura pas les mêmes attentes, ou pas les mêmes... on va pas pousser aussi loin les choses avec un chien avec qui on veut le faire en loisir, parce que voilà, on va être sur des chiens avec des physiques différents, sur des capacités d'entraînement aussi qui sont différentes, ce qu'on disait aussi hors antenne, que en agility, tu peux pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, sortir en compétition si tu vas au club canin une fois par semaine pour faire de l'agility, c'est pas suffisant. Ton chien sera prêt quand il aura 5 ans, quoi. Et à 5 ans, tu es déjà à plus de la moitié de la carrière du chien. Donc si aujourd'hui on veut faire de l'agility en compète, il faut pouvoir bosser chez soi, et c'est pour ça que nous, les cours en ligne aussi, ils faisaient sens, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se travailler en agility qui ne nécessitent pas d'avoir du matériel d'agility, parce qu'évidemment avoir une passerelle, un tunnel dans son jardin, c'est pas pour tout le monde, ça a un coût, ça prend de la place. Par contre, on peut faire plein de choses sans être sur le terrain. Et moi par exemple, j'ai monté Sky, mon border collie, j'habitais une maison de ville, mon jardin faisait la taille de la salle de bain, quoi. J'avais pas de jardin. Donc j'emmenais mon chien au stade, je le faisais bosser avec 3 tonneaux, 2 piquets, et il a appris l'agility quasiment que de cette manière. Et c'était très efficace, parce que voilà, il n'y a pas eu de souci derrière. Bon, après, à un moment, il faut aller sur les obstacles, bien sûr, mais toute la préparation peut se faire en amont.
Et c'est ça qui est cool et qui est fun, en fait. C'est que ça devient une activité quasi quotidienne. C'est pas juste un petit truc que je fais comme ça le dimanche. Non, c'est vraiment tous les jours, on va faire quelque chose dans le sens de l'agility. Ok, ça rend beaucoup plus accessible, en fait. Et ça l'inclut un peu plus dans le quotidien et tout. Ouais, trop bien. Ok. Et alors moi, je ne connais de l'agility que Nintendogs, comme je disais avant qu'on commence cet épisode. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert les chiens et l'agility. Mais du coup, j'imagine que par ce sport-là, comme on l'a un peu évoqué dans l'épisode précédent avec Alizée et Manon sur les sports canins de manière générale, je voulais revenir un peu sur les compétences qu'on développe en fait grâce à l'agility, ou en tout cas qu'on a besoin de développer, qui sont, je crois, pas forcément celles qu'on développerait, nous, comme ça, instinctivement, dans l'éducation de nos chiens. Est-ce que vous voulez revenir un peu là-dessus ? Donc oui, une des premières compétences qu'on va développer, nous, pour l'agility, ça va être beaucoup autour du jeu. On veut que le chien joue, mais on ne veut pas juste qu'il aime la baballe, quoi. On veut qu'il joue avec une certaine façon de le faire, dans un certain contexte, un certain cadre. Donc on veut que le chien soit capable de foncer sur un jouet qui est immobile, de le prendre, de nous le ramener, de jouer avec nous, de nous le redonner. On veut que le chien soit capable de rester immobile pendant qu'on va lancer le jouet. On veut que le chien garde son focus sur le jouet. Parce qu'en agility, il y a une notion très importante qui est que le chien doit regarder ce qu'il y a devant lui. À la différence de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, où on veut plutôt que le chien nous regarde nous, quand on va faire des croisements, quand on va être en balade, ou même sur beaucoup d'autres sports canins, où finalement il y a beaucoup de focus sur l'humain. Là, il n'en faut pas du tout. Il faut que le chien regarde les obstacles. Donc c'est quelque chose de complètement différent qu'il faut absolument apprendre au chien. Alors ça veut pas dire que nous, nos chiens ne regardent pas dans le quotidien. C'est dans le contexte de l'agility, on a ce focus vers l'avant. Mais en agility, on ne veut surtout pas que le chien nous regarde, parce que s'il nous regarde, eh ben, c'est qu'on est en retard, c'est qu'il n'a pas les infos, c'est qu'il ne sait pas où il doit aller, et donc on veut que le chien soit en permanence focus devant lui. Donc ça, c'est une des choses, par exemple, qu'on va apprendre au chien. On va aussi varier énormément les modes de récompense, parce qu'en fonction de ce qu'on va apprendre, on ne va pas récompenser de la même manière. Et il faut qu'on puisse récompenser nos chiens de différentes façons. Le jeu, la nourriture donnée à la main, la nourriture posée, la nourriture lancée, la nourriture dans un clam, la nourriture dans une treat and train, une petite machine avec une télécommande qui permet de donner des récompenses au chien. Et en fait, on veut que le chien soit capable de prendre n'importe laquelle de ces récompenses avec la même motivation, la même envie. Et donc, par exemple, une des premières choses qu'on fait avec nos chiots, c'est qu'on regarde qu'est-ce qu'ils aiment bien. Et des fois, ils aiment bien beaucoup un truc, et puis moins un autre truc. Donc, c'est entre le jouet et la récompense. Donc, moi, par exemple, Star, ma coquère, c'est un estomac, puis il y a des pattes en dessous. Donc, elle, manger, c'est OK, il n'y a pas de problème. Par contre, le jeu, c'était pas forcément son point fort. Storm est exactement l'inverse, parce que je pense que c'est Star qui a l'estomac pour lui. Et du coup, la nourriture, ça l'intéressait pas du tout quand il était petit. Et donc, on va pas forcément partir de ce constat-là, de dire, lui, il aime pas trop la nourriture, elle aime pas trop le jouet, donc je vais pas les utiliser. On peut, mais on peut aussi le construire. Et c'est ça qui est intéressant, de construire le plaisir du chien, d'avoir des récompenses différentes, pour qu'après, dans l'apprentissage, on puisse s'en servir, et pas juste faire en fonction de ce que le chien aime. Donc bien sûr, je peux pas forcer un chien à aimer un truc, mais par contre, je peux réfléchir. On peut quand même le développer. Et construire de comment je peux, à partir de ce que mon chien aime, faire en sorte que le truc qu'il aime moins, il va l'aimer aussi. Et c'est là où on va rentrer dans des techniques d'entraînement qui sont plus poussées, où on va vraiment chercher à développer ça. Donc nous, notre but, c'est que nos chiens, ils aient le plus grand panel possible de motivation, de modes de récompense, de façon de considérer l'apprentissage, pour qu'en fonction de ce qu'on va vouloir faire, on puisse faire vraiment n'importe quoi. Une autre compétence qui est importante aussi en agility, c'est l'interaction avec des objets. Donc, l'agility, on dit souvent, c'est une suite d'interactions avec des gros objets, mais ça veut dire que dès tout petit, on peut déjà renforcer cette compétence-là aussi, de demander au chien d'aller interagir avec une boîte, avec une cible, un tapis, peu importe, et lui apprendre petit à petit à interagir avec ces objets aussi à distance, parce qu'en agility, on voudra que le chien il aille chercher des obstacles qui se trouvent à 7, 8, 9 mètres de nous. Et ça, donc, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir apprendre au chien, en utilisant bien sûr les outils de récompense qu'on a déjà bien appris avant. Et donc là, on va vraiment... c'est vraiment spécifique à l'agility, cette compétence-là, d'aller chercher des objets qui se trouvent assez loin de nous. On le retrouve bien sûr aussi sur le hooper. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est assez spécifique quand même à l'agility aussi. D'interagir comme ça avec plein d'objets, de ne pas avoir peur des objets en mouvement, des objets qui peuvent faire du bruit, des surfaces qui vont être différentes, de couleurs différentes. Donc ça, déjà, ça va être vraiment important. C'est pas quelque chose qu'on fait, je pense, dans de l'éducation canine classique. On veut que le chien il soit à l'aise à marcher sur différentes surfaces, mais ça s'arrête là. En agility, on va vraiment venir renforcer ça au maximum.
Et puis, on aura aussi, bien sûr, besoin que le chien, il sache réfléchir par lui-même et donc proposer un comportement pour obtenir une récompense. Et c'est pareil, sur un parcours, finalement, c'est proposer des comportements en espérant obtenir la récompense. Bon, forcément, sur un parcours, elle arrive avec un petit délai par rapport au début, au niveau de l'apprentissage. Mais c'est une suite, finalement, d'interactions comme ça et de proposer des différents comportements pour obtenir la récompense. Et donc ça, dès petit, on a besoin aussi de l'apprendre au chien, qu'il soit très autonome dans sa façon de penser et de réfléchir pour avoir la récompense. Et on veut que le chien, sur un parcours, mais il soit capable de prendre la décision et d'être autonome là-dessus sans notre aide. Parce qu'on ne peut pas être toujours à côté de lui sur le parcours, on ne peut pas toujours lui montrer en étant à côté, on veut qu'il aille chercher loin et qu'il prenne la décision de lui-même. En lui, bien sûr, ça reste un chien, hein, en ayant toujours l'espoir d'avoir sa récompense à un moment donné, mais on ne peut pas ni le forcer, ni lui montrer en étant à côté. On veut vraiment que ce soit lui qui le fasse tout seul. Donc ça demande forcément, dès le plus jeune âge, de renforcer ça aussi. Ouais. Et donc, par exemple, on n'utilise jamais le leurre. Ouais. C'est hors de question de mettre une friandise devant le nez du chien pour lui faire quelque chose. C'est complètement contradictoire avec ce qu'on veut faire. Donc on peut l'utiliser sur des exercices de fitness par exemple, où là on va bosser nos chiens, mais à l'agility, jamais on va leurrer nos chiens, parce qu'on ne veut pas que les chiens se disent qu'il faut qu'ils regardent nos mains, qu'il va se passer quelque chose dans nos mains, et puis parce qu'on est persuadé l'une comme l'autre que ce que le chien a besoin, c'est de comprendre par lui-même, et mon rôle, c'est de lui faire faciliter en fait cette compréhension-là de ce qu'il doit faire. Et en fait, on a des chiens qui du coup ont très confiance en eux, qui sont très sûrs d'eux, qui se posent pas de questions. Tous nos chiens pensent qu'ils sont les meilleurs du monde. Enfin, ils sont tous champions du monde, nos chiens. Parce qu'ils ont une confiance de ouf, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils savent résoudre des problèmes, en fait. Parce que c'est ça, l'agility, c'est une succession de problèmes aussi. Ok, il faut que tu rentres dans ce slalom, mais il faut que tu trouves l'entrée qui est la bonne et que tu le fasses bien jusqu'au bout. Et il faut maintenant que tu ailles prendre cette haie, mais par derrière, en fait. Mais faut pas que tu ralentisses, il faut que tu restes dans ta course, tout en allant chercher cette haie par derrière, pendant que moi, je vais partir en courant là-bas. Donc, en fait, on demande au chien de prendre des décisions très, très rapidement, d'être très attentif à ce qu'il fait, et on va vraiment avoir cette distinction de c'est quoi mon job, c'est quoi son job. Le job du chien, c'est faire les obstacles. Mon job, c'est de lui dire ce qu'il doit faire. C'est de lui montrer. Je suis le GPS, lui, c'est la voiture. Mais on n'a rien d'autre, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas... quelque chose où moi je vais essayer de contraindre mon chien. Pareil, on a un truc qu'on dit souvent aux élèves, c'est arrête de l'aider, parce que les gens veulent aider le chien pour qu'il réussisse. On veut pas que les chiens réussissent, on veut que les chiens ils apprennent. C'est pas la même chose. Ils prennent l'initiative en fait. Ouais, et qu'ils comprennent en fait que ok, voilà ce que je dois faire. Et du coup nos chiens, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que un chien d'agility qui est bien entraîné, il peut faire n'importe quel sport derrière en fait, parce que il a compris tout le principe de bah oui, j'apprends, je teste, on fait ci, on fait ça, ça marche, et ils sont persévérants, on développe une persévérance de ouf, et en fait on bosse énormément le mental de nos chiens à l'agility. Enfin, on a nos chiens, bah là on a tout eu des chiens un peu spéciaux sur nos derniers chiens, des chiens un peu sensibles, ou des chiens qui avaient parfois un manque d'assurance au travail, ou manque de concentration, donc on n'a pas, nos chiens sont pas parfaits quand ils arrivent, ça peut arriver, on peut avoir cette chance, mais souvent il y a quand même des choses sur lesquelles il faut qu'on bosse. Et via l'agility, on va développer les compétences là où elles manquent, quoi. Donc, par exemple, Storm, pour lui, répéter quelque chose, c'était très, très compliqué. Il voulait pas. Ou quand c'était trop dur, il lâchait l'affaire, quoi. Et du coup, c'est un chien qui était pas très sûr de lui, qui était pas toujours à l'aise dans des situations nouvelles et tout. Le fait de développer dans l'entraînement en agility ses compétences et de l'aider, en fait, à dépasser ça et à réessayer, rester motivé. Ok, ça marche pas, je trouve une autre solution et je reste dans mon truc et je ne me dégonfle pas à l'intérieur et je suis pas en train de paniquer parce que je comprends pas. Bah en fait, on crée des chiens qui sont hyper à l'aise en fait, parce que bah ouais, il sait gérer les situations, il sait réfléchir, il sait s'adapter. Et en agility aussi, on rajoute cette composante qui est vachement difficile, qui est notre mouvement. C'est-à-dire qu'on va courir. Les chiens font les obstacles, mais nous on court. Et on court pas qu'un peu, quoi. On court à fond. Et quand on travaille avec des races qui ont des prédispositions à être très excitées par le mouvement, au hasard les border collies, le fait de nous voir bouger, ça peut les faire vriller, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc aussi qu'on travaille dès le début, de... Bah ouais, moi je vais courir, je vais faire des trucs, je vais bouger, mais toi tu dois faire ton job à toi. Et t'es pas à me regarder. Ce que les border collies font beaucoup, parce que sur le troupeau, c'est ce qu'on leur demande, d'écouter le berger, de regarder ce qu'on leur donne comme info, souvent par de la gestuelle et tout. Là, on leur dit non, moi je cours, mais toi tu dois faire. C'est vrai que c'est plus facile si vous prenez une race qui n'a pas cette sensibilité au mouvement. Moi je joue avec Star, qui est un chien de chasse. Je fais ce que je veux, elle en a rien à faire. Je pense que je peux tomber par terre, elle va continuer sans problème.
Mais mon mouvement n'a aucune incidence sur la façon dont elle va, elle, performer. Les borders, ils nous voient courir, ça les fait monter en excitation. La brebis, elle s'en va. Mais oui, elle va où celle-là? Et du coup, on a des chiens aussi qui sont entraînés à écouter, être attentifs et être précis et focus malgré l'excitation. Donc, on fait en sorte quand même de ne pas avoir des chiens qui sont surexcités parce qu'il peut y avoir cette image de l'agility aussi, où les chiens sont complètement zinzin, ils aboient partout. Et non, ça, on veut pas. On travaille beaucoup le calme autour des terrains pour nos chiens, qu'ils soient calmes avant de passer. Calme aussi parce que les autres chiens sont très excités souvent, donc c'est pas évident. Et sur le terrain, un chien qui est excité, ce sera pas un chien qui va bien travailler, il va faire n'importe quoi. Donc, on veut pas être dans ce stade-là, mais malgré tout, il y a quand même une forme d'excitation qui est de la course, du mouvement, les obstacles, les chiens les aiment. Il faut être capable d'écouter alors même que tu es en train de courir, que tu es excité, que derrière il y a un obstacle que tu aimerais bien faire parce que tu adores le tunnel. Mais c'est pas le tunnel qu'il faut faire. Non, il faut tourner pour aller faire la haie là-bas. Et ça, c'est hyper dur pour les chiens parce que eux, ils le voient le tunnel, ils sont en train de courir, ils se disent ça a l'air chouette. Mais toi, tu leur dis en fait, non, on va de l'autre côté. Et donc, le chien doit être capable de nous écouter et de rester focus sur ce qu'on fait tout en faisant lui-même son job. Enfin, c'est hyper demandeur pour les chiens, quoi, au niveau aussi intellectuel. Et moi, ce que j'adore dans l'agility, c'est que c'est ultra complet. Ouais. On va travailler à la fois le mental du chien, parce qu'on développe vraiment le mental chez le chien. Enfin, sur tous nos chiens, on a vu des évolutions de dingue, même en dehors de l'agility, sur ça, en fait, sur le fait de... Ton chien, il arrive, en fait, il a sa petite personnalité, son petit caractère que tu vas découvrir. Et comment tu vas le construire dans ça via la discipline, c'est incroyable. C'est incroyable. Et plus le chien est compliqué, plus c'est intéressant et gratifiant, quoi. Des fois, c'est galère. Des fois, on a envie de les... Comment on va faire? Mais c'est hyper gratifiant. Et moi, mes pires chiens que j'ai eu au niveau caractère, comportement, c'est mes meilleurs chiens d'agility. Parce que, évidemment, t'es obligé de mettre 2 fois plus pour que les chiens comprennent, quoi. Et c'est une approche au global qui est passionnante. Et c'est toujours un plaisir de monter les chiots. Enfin, moi, je ferais que ça toute l'année, si on me laissait faire. Mais a priori, on ne peut pas avoir 12 chiens par an. Donc, ah bon? Merde. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on n'a pas le droit. Personne n'a dit que c'était interdit. Non, c'est vrai. À part la taille du camion et de la maison. Mince. Trop cool. Ça donne trop envie. Franchement, je trouve ça trop chouette. Et effectivement, il y a ce truc hyper complet. Et j'allais poser la question de... ça serait quoi l'intérêt de faire de l'agility avec son chien? Mais en fait, c'est là, quoi. Vous venez de très, très bien d'en parler. C'est que c'est hyper complet et ça apporte ce qu'on n'irait même pas travailler en éducation ou ce qu'on n'aurait pas forcément besoin, mais en tout cas, même qu'on... Ça rejoint quand même, il y a une forme quand même, parce que tu vois, quand Pauline, elle parle par exemple de ne pas prendre le tunnel alors qu'on doit aller par là-bas, c'est quand même une notion d'autocontrôle, par exemple, ici. Oui. Et cette notion-là, on peut la travailler aussi en dehors. Et donc, ça rejoint, et nos chiens, quand même, d'agility, la façon dont nous, on les travaille en tout cas, fait qu'ils sont aussi extrêmement à l'écoute quand ils sont hors terrain. Ils ont des compétences sur le terrain, sur le parcours d'agility, mais aussi à l'extérieur, parce que si on leur demande de se contrôler devant le chat qui court, pour eux, c'est des compétences qu'ils ont déjà développées sur le tunnel lancé à pleine vitesse. Nos borders, ils sont capables de répondre à un stop couché du tac au tac, juste en claquant des doigts, parce que sur un parcours d'agility, on leur a un peu appris aussi à faire ça, et donc eux, ils arrivent très bien à transposer cette compétence-là. Donc oui, on l'aurait pas travaillé forcément dans le but de l'éducation, etc., mais ça se rejoint. Mais ça se rejoint, oui, carrément. Est-ce que vous diriez que... Pardon, tu voulais dire ça? Est-ce que vous diriez que c'est un sport qui peut être pratiqué par tous les chiens, à tout âge? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu de sélection à avoir là-dessus? Quelques warnings à Oui, il y a des warnings. Il y a des warnings quand même pour les chiens. Même si on pratique en loisir, où on va pouvoir faciliter un petit peu les choses, baisser les barres, faire en sorte que le parcours soit plus simple, peut-être ne pas faire certains obstacles qui sont assez demandeurs physiquement comme le slalom, il faut quand même que le chien soit en capacité physique de courir et de sauter. À l'agility, le principal impact physique que les chiens vont avoir, c'est l'impact des sauts. Donc nous, par exemple, nos chiens, ils ont des programmes de fitness, ils sont préparés physiquement toute l'année. On continue, on fait 4 à 5 séances par semaine d'entraînement physique. Il y a tout un accompagnement à ce niveau-là qui est super important, au niveau nutrition, etc. Mais voilà, demain, si on emmène son chien qui connaît rien et qu'on le fait sauter des barres à 60 cm et le chien, il n'a pas forcément une très bonne condition, pas très habitué,
on risque de faire que notre chien se blesse. Alors souvent pas sur le coup, c'est un petit peu ça qui est insidieux aussi, c'est que c'est du long terme. Mais l'agility, c'est pas un sport qui est adapté à tous les chiens. Un chien trop âgé, à partir de 10 ans, on arrête de faire sauter les chiens. Sur les grandes races, sur les petites races, si le chien est vraiment en forme, on peut encore un petit peu, mais on va vraiment baisser les barres. Tous les chiens non plus ne peuvent pas courir à fond. En fait, il y a beaucoup de choses autour de la sécurité, je trouve, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des terrains aussi. Combien de fois, nous, on n'a pas fait de concours parce qu'on arrivait, le terrain, il y avait des trous, il n'était pas plat. On va pas risquer de blesser nos chiens sur un terrain qui est pourri. Et parfois, en loisir, c'est pas grave, on va faire ça sur de la gravette ou sur du goudron. Non, c'est quand même important aussi de faire attention à ça. Un chien qui sera en surpoids, un chien qui aurait des problématiques de mobilité, tout ce qui est l'impact, les sauts, c'est vraiment vraiment pas une bonne chose. L'agility, c'est pas non plus pour tous les humains, il faut le dire quand même, parce que ça demande de courir, ça demande de bouger. Alors évidemment, vous ne voyez pas parce qu'on est en podcast, on n'a pas des physiques d'athlètes, d'accord, on va pas se le cacher. Nos chiens oui, nous non. Nos chiens oui, mais nous non. On court, on n'est pas parmi les plus sportifs du game, c'est clair. Ce qui ne nous empêche pas de performer malgré tout. Mais on court, on s'arrache le slip quand même. Et à l'agility, il faut quand même courir. Donc pas forcément courir à fond comme un footballeur, mais il faut quand même pouvoir se déplacer. Si c'est compliqué pour l'humain de courir, d'aller vite ou d'utiliser aussi tout son corps, parce qu'il faut qu'on montre au chien. Et c'est vrai que l'agility, c'est pas forcément évident. Donc il y a des catégories en agility handicapées, où on va avoir, en fonction des catégories, des différents aménagements, des parcours un petit peu simplifiés, etc. Mais c'est vrai que débuter et pas pouvoir courir, ça va être un petit peu compliqué, ne serait-ce que pour préparer le chien. Parce qu'il faut quand même être présent physiquement. Donc voilà, c'est pour les chiens qui sont suffisamment en forme pour jouer, courir, sauter, mais pas les autres. Pour un chien qui aurait peut-être moins de possibilités, on irait plutôt l'orienter vers le hoopers, où là on n'aura pas de saut, on n'aura pas de slalom, on n'aura pas de zone. Donc on va être plutôt sur un moment de course, même si au hoopers, il va y avoir aussi des limitations, mais quand même moins qu'à l'agility. Très bien. Aujourd'hui, les sports canins, c'est de plus en plus... Ça se développe de plus en plus, on va dire, mais je pense que l'agility, c'est un peu le premier pilier des sports canins. Donc, c'est, je pense, là où il y a un peu plus de compétition, où tout ce haut niveau est un peu plus développé. Vous êtes rapidement allé vers la compétition, je crois, c'est ça ? Oui. Tout de suite. Okay. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? C'était quoi votre expérience là-dedans ? Actuellement, où est-ce que vous en êtes ? Alors moi, j'ai commencé quasiment tout de suite la compétition dès que ma chienne a été prête. Il faut compter quand même un an et demi pour préparer le chien, pour qu'il fasse quand même des parcours de type concours. Et puis, j'ai pas quitté finalement la compétition. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans le côté compétition, c'est que on ne connaît pas le parcours, donc déjà c'est la surprise de parier en fait, est-ce qu'on va arriver à le faire ou pas, sans pénalité, est-ce que les options de conduite qu'on va avoir choisies seront les bonnes pour notre chien, et puis bien sûr d'arriver à le faire avec la plus grande vitesse, le meilleur temps. Donc ça devient très addictif en fait. C'est comme une drogue. Et quand on commence un petit peu à réussir, on a envie de recommencer et de refaire ce parcours-là avec le chien, parce que on est tous les deux à fond sur le parcours et on a tous les deux le même objectif. Et c'est ce que moi j'ai tout de suite adoré dans la compétition, c'est ce côté dépassement et d'avoir un objectif aussi quand on s'entraîne, de se dire je m'entraîne pas juste pour m'entraîner, je m'entraîne pour réussir en compétition. Donc c'est vraiment une pratique pour moi qui est devenue sportive, vraiment comme quelqu'un qui ferait un tout autre sport en compétition. Donc tous mes chiens ont fait de l'agility à assez haut niveau, donc on est allé jusqu'au grade 3, donc c'est le grade le plus élevé. Et puis rapidement, je me suis intéressée aussi aux compétitions qui se passaient à l'étranger, des championnats d'Europe, des compétitions un peu plus prestigieuses, des championnats de France, des Grands Prix de France, etc. On a beaucoup de compétitions qui sont bien développées depuis maintenant plus de 20 ans. On a toutes sortes de compétitions, à la fois nationales et internationales. Et donc, très vite, moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est de voyager, d'aller faire ces compétitions-là, rencontrer des gens à l'étranger, se faire des amis aussi à l'étranger, et puis voir aussi d'autres façons de faire. Toujours dans cette idée d'apprendre tout le temps, et en regardant aussi d'autres compétiteurs, on apprend aussi beaucoup. Et voilà, c'est aussi ça qui m'a toujours plu. Et aujourd'hui, je suis toujours
à courir sur les plus grosses compètes, on va dire, d'Europe. Avec ma chienne, donc Soon, qui a 4 ans. Cette année, on a fait les sélectifs pour rejoindre l'équipe de France. Bon, c'est encore un jeune chien, donc c'est un petit peu dur. Mais voilà, on essaye toujours d'aller au plus haut niveau de ce qu'on peut. Ce qui demande à la fois de préparer le chien au maximum, donc à la fois physiquement, techniquement, mentalement toujours, bien sûr. Et puis nous aussi. Du coup, ça nous pousse aussi à être le plus performant possible. L'agility, ça devient de plus en plus un sport, avec des parcours qui sont de plus en plus rapides, qui demandent de plus en plus de courir. Donc c'est aussi ça qui devient intéressant, c'est que nous aussi, l'humain, il faut qu'il se prépare et qu'il soit prêt à la fois mentalement et techniquement aussi pour ce type de compétition. Donc voilà, c'est aussi intéressant de ce côté-là. C'est pas tant l'appât du gain. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut absolument gagner. J'aime bien réussir, évidemment, sinon je ferais pas de compétition. Mais c'est aussi ce côté de dépassement, en fait, qui va m'intéresser dans se challenger et progresser. Exactement. Okay. Exactement. Ouais, j'imagine que tu as vu aussi, toutes les deux, vous avez vu évoluer aussi les compétitions. Et... Est-ce qu'il y a de plus en plus d'inscrits, de plus en plus d'agilistes? Il y a eu un gros creux après le Covid. On a beaucoup de chiens qui sont partis à la retraite. Moi, par exemple, mon border collie, Sky, il a arrêté. On a perdu un peu comme ça. Donc, il y a des chiens qui ont arrêté prématurément du fait du Covid. Et puis, il y a tous les chiens qui n'ont pas démarré aussi à cause du Covid. Donc, il y a eu vraiment un gros creux. Déjà, parmi les agilitistes, parce que c'est quand même... Les agilitistes reprennent des chiens, continuent. Enfin, on est sur un milieu qui s'auto-entretient énormément. C'est un monde. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des nouveaux agilitistes parce qu'il y a moins en moins de clubs canins. Pareil, Covid, beaucoup de fermetures et puis des fois pas de réouverture. Il n'y a pas forcément de facilité à prendre des cours, pas beaucoup de place. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui font déjà de l'agility, c'est les moniteurs, c'est les licenciés. Donc, toi, si tu arrives avec ton chien et que tu n'as jamais fait, il y a des endroits où c'est pas évident de trouver une place aussi. Donc, c'est difficile d'avoir des nouveaux licenciés. On a une vraie baisse sur ces dernières années de licenciés parce que, pour toutes ces raisons, finalement. Mais il faut dire aussi que l'agility en France n'a pas du tout le même statut qu'à l'étranger. C'est pour ça aussi qu'on aime bien aller à l'international parce que dans les autres pays, l'agility, c'est un sport au sens strict du terme. C'est-à-dire, nous, on dépend du ministère de l'Agriculture. En France, c'est un loisir canin, en fait. Mais dans les autres pays, c'est des sports. Il y a même des pays où tu peux faire sport-études agility. Donc, il y en a qui font de l'agility depuis qu'ils sont ados, qui montent leur chien et tout, comme ça. Il y a des infrastructures aussi qui n'ont rien à voir. Enfin, on a fait des compétitions en Suède ou en Norvège. On est sous un immense toit. Il y a 4 terrains dessous et on n'est pas serré, quoi. Et on est tous là-dedans, on est au sec, quoi. Le truc est climatisé. En Suisse, il y a une super salle qui est chauffée sur plusieurs niveaux. Enfin, il y a des infrastructures de ouf, quoi, qu'en France, on commence un petit peu à avoir. Mais à l'échelle du pays, c'est vraiment tout petit, quoi, comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc, quand tu vas à l'étranger, c'est une autre culture vis-à-vis de l'agility. Et il y a vraiment une grosse distinction entre ce qu'on va appeler, nous, le concours du dimanche, c'est-à-dire le concours qui est près de chez nous, et qui sont très sympas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas sur la même approche, on n'est pas sur les mêmes compétiteurs. Et c'est vrai qu'aller nous faire les compétitions à l'étranger, là, on part le week-end prochain pour aller en Italie, par exemple. C'est des moments qu'on attend avec impatience parce qu'on sait qu'on va se retrouver dans un cadre qui va être adapté pour l'agility. On va avoir des bons obstacles, on va avoir un bon terrain, on va avoir des juges qui vont être des bons juges aussi parce que le juge joue énormément sur la qualité du concours. Pas dans le sens où s'il juge bien ou mal, mais surtout parce que c'est lui qui pose les parcours. Et parfois, on a des parcours qui sont un petit peu, pas forcément dans l'air du temps, on va dire. Et l'agility a beaucoup évolué aussi de ce point de vue-là. Je pense que la plus grosse évolution, elle est sur les styles des parcours. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'agility avec Voltaire en 2007, j'avais un ordre pour dire à mon chien saute, quoi. Je disais saute. Et sur les haies, je disais que saute. Aujourd'hui, on a 12 ordres sur nos haies avec nos chiens. Parce qu'il y a plein de façons de franchir la haie, il y a plein de configurations possibles, et on peut pas juste faire un parcours en disant saute. Enfin, tu peux, mais ça va pas être très efficace. Donc, les compétences qui sont nécessaires sur l'agility ont vraiment évolué. Les styles de parcours aussi ont beaucoup évolué. Il y a 5 ans de ça, on avait des parcours qui étaient très serrés, les chiens tournaient beaucoup, devaient beaucoup changer de direction. Là, on est vraiment dans une tendance complètement inverse, avec des grandes lignes, des grandes distances, les chiens qui prennent beaucoup de vitesse. Du coup, la conduite n'est pas du tout la même, la préparation des chiens n'est pas du tout la même, et c'est un vrai basculement. Et moi, par exemple, qui ai fait une pause assez longue d'agility du fait de Covid et de chien malade, j'ai plus pu faire de concours pendant un moment, et là, c'est un vrai écart que je trouve en revenant dans la compétition là-dessus.
Et donc là, ouais, il y a eu une grosse évolution à l'agility, mais qui est aussi très liée, encore une fois, aux juges qu'on va avoir sur les compétitions, ce qu'ils vont nous poser et ce qu'on va avoir comme style de parcours. Trop bien, c'est trop intéressant. J'ai trop envie d'essayer. Mais viens, on t'attend. Et toi, du coup, ta pratique de la compétition, tu voulais rajouter des trucs ou... Oui, sur la pratique de la compétition, moi j'ai commencé donc avec Voltaire, mon Golden Retriever, qui a eu le bon coup d'être dysplasique, le pauvre, c'était pas sa faute. Mais moi je connaissais rien du tout à l'époque, et en fait on a dû arrêter à 4 ans. Un jour il a voulu refuser de sauter en concours, on est allé voir le vétérinaire, radio des hanches, et en fait j'avais fait 2 semaines avant la formation CNEAC où justement on parlait de ça, et donc je connaissais les radios des hanches. Donc, quand j'ai vu les radios s'accrocher sur le tableau chez le vétérinaire, j'ai fait « Ah d'accord, on va arrêter ». Compliqué. Mais il faut savoir qu'à l'époque, au club, j'avais jamais entendu parler de dysplasie des hanches. Enfin, on n'en parlait pas, c'était pas un sujet, quoi. C'était, on s'en fout. Alors qu'aujourd'hui, on radiographie nos chiens, enfin, on fait attention, quoi. Et donc avec Voltaire, on va dire que la carrière s'est arrêtée assez rapidement. Puis c'était un chien qui courait pas, qui était pas forcément avec sa dysplasie. J'imagine que ça jouait beaucoup. Puis c'était un Golden Retriever, on n'était pas sur un foudre de guerre déjà en général. Donc moi j'ai fait 3 ans de pause sans chien. Donc ma mère, elle avait pris un chien avec lequel elle avait commencé les concours, donc un berger australien. Et donc j'ai passé 3 années à me préparer à mon futur chien parce que je savais que j'allais en prendre un à un moment donné. Donc j'allais sur les concours, je notais ce que je voulais pas, les techniques que j'allais utiliser, les trucs que je voyais qui me plaisaient pas et tout. Et donc j'ai eu Hobby Blog, machin, tout ça, berger australien. Bon, la carrière s'arrête encore assez brutalement parce que pareil, je perds très jeune à 4 ans, en 2 jours de quelque chose que je ne saurais jamais parce que j'ai pas voulu faire autopsie. Mais voilà, je perds mon chien très très brutalement. Donc de nouveau arrêt d'agility. J'avais quand même Sky à l'époque qui avait déjà 1 an, donc je finis de le préparer quand même. Bon, je retrouve un peu l'envie de le faire parce que c'était très difficile sur le coup. Et après, Sky a concouru en grade 3. Nila, la berger des Pyrénées face race de ma maman, que c'est moi qui conduisais, a aussi concouru en grade 3. J'ai eu ma petite cocker de travail, Sunny, que j'ai perdue en début d'année, qui elle aussi concourait en grade 3. Star, qui est là aujourd'hui, qui elle s'est mise pas de chance. Depuis que je l'ai eue, elle a eu que des petits soucis de santé, des petits bobos, des petits machins. Donc on a fait un petit peu de compétition. Mais voilà, elle a bientôt 8 ans. Je pense pas qu'on va reprendre. On est en grade 2. Elle a quasiment ses résultats pour aller en grade 3, mais là, elle vient d'avoir un petit souci cardiaque. Donc bon, j'aime beaucoup l'agility, mais j'aime plus mes chiens. Donc c'est vrai que je ne vais pas l'embêter avec ça. On va, je pense, rester sur cet état de fait on arrête là. Et puis Storm, du coup, qui lui commence tout juste. Donc évidemment, on est encore en grade 1, mais avec l'objectif d'aller en grade 3, de faire des sélectifs aussi pour les championnats du monde, etc. Par la suite, quoi. Donc là... c'est reparti pour l'aventure, on va dire, avec Storm. Et puis, moi, j'aime bien avoir des chiens très différents parce que, déjà, c'est intéressant de découvrir de nouvelles choses. Et puis, quand tu donnes des cours, je trouve que c'est important aussi d'expérimenter différentes choses pour pouvoir accompagner les gens. Donc, moi, j'ai conduit des chiens dans toutes les catégories. Bon, à part intermédiaire, qui est la nouvelle catégorie qui a été créée. Donc, les catégories, c'est les hauteurs de saut que les chiens vont franchir. Donc, en fonction de la taille du chien, il va sauter une certaine hauteur. Donc, par exemple, Storm, qui est en large, qui fait plus de 47 cm au garrot, il saute 60 cm. Et puis après, en fonction de la taille des chiens, on a 50, 40 et 30. Et donc, la catégorie à 50, intermédiaire, a été rajoutée l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, c'est assez récent encore. Et voilà. Donc, moi, j'ai conduit des chiens dans toutes les catégories parce que c'est aussi intéressant, je trouve, de voir des façons de conduire qui sont un petit peu différentes. Notre système de conduite reste le même, mais c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes difficultés. Et puis des chiens très différents aussi, chien de chasse, chien de berger complètement flippé, chien de berger très excité. Donc j'ai vraiment testé plusieurs races, plusieurs types de chiens parce que je trouve ça ultra intéressant. Je suis comme Camille, j'aime beaucoup la compétition, j'aime beaucoup me dépasser, apprendre plein de choses à mes chiens, mais je fais pas de l'agility pour être championne du monde. Enfin, les résultats de concours sont pas toute ma vie, quoi. Par contre, l'agility dans le sens apprendre, découvrir, tester, essayer, ça c'est passionnant. Et le faire avec des chiens très différents, c'est génial. Enfin là, Storm est un chien bizarre. On va dire un tempérament de travail qui est très 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 différent de ce que j'ai pu avoir jusqu'ici. Et donc ça demande des ajustements. Mais c'est trop chouette. Moi je me rappelle, au début j'étais là, c'est trop cool, j'y arrive pas. Parce que, oui, je vais découvrir plein de trucs, en fait. Que Sky, par exemple, qui était très premier de la classe, tout allait très vite. Des fois, j'étais là, il sait faire, j'ai même pas eu le temps de lui apprendre qu'il a déjà compris. Enfin, bon, après, évidemment, meilleur on est dans l'entraînement, plus le chien va apprendre vite aussi. Bien sûr. Mais quand on a un chien qui est un peu différent,
ah, c'est chouette, quoi, ça va venir. Bah, ouais, c'est le côté geek, je pense, maintenant que tu as bien dit, c'est ça, en fait. On a bien analysé la chose. Un problème à résoudre. Comment je vais passer ce monde-là? Un colis, en fait. J'ai besoin de problèmes à résoudre. et voilà, et chaque nouveau chien est un nouveau problème à résoudre. Et voilà, moi, j'ai pris ma cocarde de travail. Avant Star, donc j'ai eu Sunny. Pareil, on part sur une autre planète, là. On est sur un chien qui a rien à voir et des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes. En termes de concentration, d'écoute, Sunny en compétition, elle est déjà sortie du terrain pour aller faire un tunnel sur le terrain d'à côté parce que le tunnel c'était trop chouette, quoi. Donc c'est au revoir tunnel, elle revient, on continue. Bon bah d'accord. Ça compte comment ça du coup? Bah oui, c'est quand même un obstacle. Le côté chien de chasse aussi. Ah ouais. Pas sélectionné pour l'agility. Bah non, qui est sélectionné pour bosser tout seul et faire sa vie, quoi. Et toi t'es en train de lui dire, est-ce que s'il te plaît, tu voudrais bien écouter ce que je te dis? Et du coup, les enjeux sont aussi énormes. Et voilà, la capacité de concentration, pire qu'un poisson rouge. Enfin, on faisait un truc, c'était fini, elle partait, quoi. Donc il a fallu tout construire à partir de là. Ouais. Et c'est ma chaîne qui était la plus efficace. On allait faire des grandes finales, on a fait plein de trucs et tout, parce que, mais le challenge était passionnant, quoi. Donc, mais même si, je pense qu'une grosse partie de mes cheveux blancs est due à Bibi. Parce que, le quotidien était spécial. Mais l'agility était très, très chouette. Et souvent, les gens me disaient, ah, elle est chouette, à l'agility, c'est quoi comme race? Et moi, j'étais là, non, vous en voulez pas. Non. Mais c'est ça aussi qui est cool dans la compétition, c'est de voir le chemin parcouru, de se dire je suis partie avec ce chien là et j'en ai fait ça. Ouais. Et c'est ça, voilà. Enfin, on ramène souvent aussi à se dire en fait au final l'agility c'est juste faire sauter des bâtons à des chiens, mais quand même tout ce qu'on a fait pour en arriver là, et c'est ça notre récompense plus que la médaille à la fin qu'on a. D'ailleurs faut quand même préciser, en agility on ne gagne que des croquettes, des bonbons des fois, et des cailloux. En Suisse on a gagné des cailloux par exemple. Voilà, des jolis cailloux décorés, mais bon ça reste un caillou. Donc voilà, c'est la récompense pour nous, c'est vraiment de se dire je suis partie de ce petit chien là qui ne savait rien faire et j'arrive maintenant à faire ça, à faire 23 obstacles en 40 secondes à fond, qui m'écoute, qui fasse tout bien. Et c'est ça en fait aussi qui est intéressant dans la compétition, c'est le côté on arrive à faire ça, quoi. C'est ça qui est dingue. Et même encore maintenant, 25 ans après avoir commencé l'agility, moi je suis toujours épatée de me dire il sait faire le slalom, quoi, trop bien. Alors que on a entraîné des centaines de chiens, mais à chaque fois que le chien finit par faire son premier slalom, je suis toujours autant contente parce que je sais que c'est quand même un truc de fou d'arriver à leur apprendre ça sans les forcer, juste avec nos petites récompenses, quoi. Et c'est ça aussi qui est sympa après de dire maintenant il sait faire les parcours, il sait faire ça, et on arrive à aller jusque là, quoi. Et on est vraiment les premières fans de nos chiens. Enfin, ils font n'importe quoi, on est là. Waouh! Enfin, ils font n'importe quoi. Et peu importe ce qu'ils font, quand ils le font bien, quoi, on est vraiment là genre waouh! Et où nos chiens ils réussissent un truc super dur, mais waouh! Et on est trop heureuse. Et même en concours, on les félicite, alors que beaucoup de gens pas du tout. Et des fois d'ailleurs, ça m'est arrivé qu'on me demande, ah mais tu le dis quand il fait bien? Ben oui, pas toi. C'est vrai qu'on a conscience que c'est pas quelque chose de naturel du tout. Pour le coup, l'agility, c'est pas un sport canin qui vient chercher des compétences naturelles comme on peut avoir dans le flair, par exemple, ou au troupeau. Là, on est vraiment que sur de l'apprentissage. Donc, faut toujours ramener le truc en se disant tout ce que le chien il fait là, c'est parce qu'on lui a appris. Et c'est là où, pour nous, c'est encore plus gratifiant. Et on sait que c'est exceptionnel d'arriver à faire ça. Et que le chien le fasse, parce que rien n'est naturel. Oui, on n'utilise pas les instincts de base du chien pour ça, quoi. Très peu, à part sauter, un chien c'est sauter et monter sur des trucs, mais autrement, le reste c'est tout est apprentissage finalement. Et quand on connaît les luttes qu'on a eues avec nos chiens, qui sont à chaque fois très différentes en fonction des chiens, avoir le chien au départ et se dire, on est là, quoi. Tu vois, là aujourd'hui on est là, on le fait. Mais waouh, je suis au fin fond du Danemark pour aller faire sauter des petits bâtons à mon chien et je le mets au départ et il y a 600 chiens sur la compète autour et il y a plein de gens et il est là et il a envie, il est motivé, il va m'écouter. Alors peut-être on va gagner, peut-être on va perdre, mais en fait c'est incroyable, quoi. Le chien il est là et c'est ouf, quoi. Et je pense que toi comme moi aussi d'avoir perdu nos chiens, je pense que ça c'est, on en a parlé un peu au début, mais c'est un truc qui est vraiment fondateur, c'est que nous on a perdu nos chiens qui étaient ultra jeune, à 3 ans, 4 ans, c'est beaucoup trop jeune pour perdre un chien, qui était nos chiens d'agility. Qui était promis une belle carrière. Oui,
et qui allaient faire des trucs de ouf. Puis nous, on avait 22, 23 ans, c'était enfin 24, 25 même. C'était nos deuxièmes chiens. Donc c'était ceux où on avait on appris, savait ce qu'on voulait. On savait où on allait aller et on savait qu'on avait les compétences pour les amener en plus. Donc, et puis nos chiens un peu aussi rien qu'à nous, tu vois, on n'est plus dans la famille, c'est vraiment, on vit avec, c'est nos chiens H24, on fait tout avec, quoi. Et on perd nos chiens comme ça hyper brutalement. Et en fait, moi, je me rappelle être retournée en concours et voir les gens qui criaient sur leur chien au départ ou qui râlaient parce que le chien avait fait une barre et tout. Et je disais là, mais moi, je donnerais tout pour être au départ avec mon chien, en fait, et qu'il fasse des barres, tu vois. Je veux que ça, en fait, là, que mon chien, il vienne et qu'il fasse des barres. Mais non, je peux pas. Et toi, t'es là et tu gueules sur ton chien. Waouh. Et ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment, vraiment dur. Et je pense qu'au-delà même de les méthodes positives, pour nous, c'est ultra important et on ne verrait pas faire autrement. Ce truc de pas reconnaître ce que tu as dans les mains, enfin le chien qui est avec toi, le moment que tu es en train de vivre, parce que quand tu passes sur le parcours, tu es dans ta bulle, tu es avec ton chien, tu fais ton truc, il est là, vous êtes ensemble, vous êtes une équipe, quoi. C'est un sentiment qui est, je pense, assez unique, en tout cas qui est difficile à retrouver à d'autres moments, et de voir les gens qui voient pas ça, ou tu vois, on n'a pas tous la même vision de l'agility, faut le dire aussi dans l'agility. Il y a des gens qui vont monter des chiens, donc monter des chiens, ça veut dire le préparer pour l'activité, et puis à 3 ans, le chien il tourne pas, il le redonne à quelqu'un d'autre. Il y en a qui vont faire des portées, ils vont garder 6 chiots, ils vont les monter petit à petit, au fur et à mesure que ça va pas, hop, on s'en débarrasse, quoi. Nous, nos chiens, c'est nos chiens, enfin, ils vivent avec nous à H24, on n'en a pas 40, on vit avec, on les accompagne du début à la fin, et puis même quand l'agility c'est fini les concours, mais nos chiens c'est pas fini la vie, quoi, on continue à faire plein de trucs avec, enfin, c'est pas... c'est ça aussi, c'est que notre vie elle tourne autour de l'agility, mais pas dans le mauvais sens, je pense, c'est vraiment dans le truc, ça nous guide, ça nous pousse, ça nous booste, mais c'est pas grave. Par exemple, Star, voilà, qui a jamais, la pauvre, fait d'agility comme moi j'aurais voulu. C'est ce que je dis à Camille, je dis en fait c'était écrit que ça devait pas être mon chien d'agility celle-là, parce que déjà à la base c'était un berger australien, donc voilà, on se retrouve avec un cocker. Mais j'avais dit le berger australien je ferais pas d'agility avec. Oui, puis on sait à quelle vitesse ça, nos chiens sont des athlètes quand même, les chiens d'agility de compétition, mais je pense que dès qu'on commence à faire même à faible niveau des concours, il faut considérer nos chiens comme des athlètes. Et on sait comment une blessure peut vite arriver, et même une petite blessure qui peut paraître anodine, comme pour un chien de compagnie, comme je sais pas, une rupture de ligament croisé par exemple. Sur un chien d'agility, c'est quasiment carrière arrêtée, carrière finie. Parce qu'il ne pourra plus sauter comme avant, il n'aura plus du tout les mêmes capacités. Donc on sait aussi que ça tient à un fil et on profite à fond parce que malheureusement la blessure peut aussi vite arriver. Et bon, évidemment, ils ont une vie quand même de chien, mais on fait très attention aussi. Mais ils ont quand même une vie... Nous, on tient à ce qu'ils aient une vie de chien et qu'ils ne vivent pas en chenil, par exemple. Oui, comme aussi. Certains font. Les chiens, la seule sortie qu'ils font, c'est l'agility. Voilà. Nous, nos chiens, ils font 2 heures de balade par jour, ils vont en vacances, ils vont à la plage. C'est nos chiens de compagnie avant tout, même si on fait du haut niveau avec. Mais on sait aussi que ça tient qu'à un fil et que des fois, justement, ça tient qu'à un fil. Une rupture de ligament, c'est fini, on arrête. Donc autant profiter aussi quand on a le chien qui est en pleine forme et juste kiffer lui aussi, quoi, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et comme tu disais, d'avoir perdu nos chiens, ça nous a aussi appris ça, quoi. Et puis on fait énormément attention à nos chiens, échauffement, récupération, alimentation, hydratation, préparation physique, suivi ostéo. On a l'impression de vivre avec quelqu'un qui fait Roland Garros, quoi. Mais vraiment, parce que nous, en tout cas, on les considère comme ça parce qu'on sait l'effort qu'ils fournissent. Et l'effort qu'ils fournissent pour être performants, il est énorme. C'est vraiment comme quelqu'un qui ferait les Jeux Olympiques, clairement. Enfin, chaque parcours, c'est quand même ça. Vu à la vitesse où ils vont, ils sautent, ils grimpent et tout à 7-8 mètres secondes par parcours. Donc c'est quand même énorme. Donc nos chiens, ils sont traités comme des athlètes. Ils ont plus de rendez-vous soins que nous. Largement, quoi. Ok. Trop cool. Trop bien, franchement ça fait trop envie, c'est trop cool. Merci beaucoup Lucie. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui écoute le podcast, qui est noob en sport canin autant que moi et qui voudrait commencer l'agility? On l'oriente vers quoi? La chaîne YouTube Planet Agility, parce qu'il y a vraiment plein de tutos, plein de choses aussi, à quoi faire attention avant de commencer, toutes les étapes indispensables pour bien démarrer, les erreurs à pas faire. On a vraiment essayé de faire en sorte que cette chaîne elle puisse s'adresser à un plus grand nombre. Donc sur la chaîne YouTube, vous allez trouver plein d'infos
pour vous aider dans ce sens-là. Et après, si vous voulez démarrer et si vous voulez le faire du bon pied, nous, on a nos formations en ligne et clairement, notre formation qui s'appelle aujourd'hui Prep Agility, qui, comme son nom l'indique, une formation de préparation, eh bien, c'est la formation la plus complète que vous trouverez en francophonie et je pense même qu'on peut dire au niveau mondial, parce que je suis pas sûre qu'il y ait de classe aussi riche et complète que ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est vraiment la base de données de tout ce qu'il faut savoir faire pour faire de l'agility. Il y a tout dedans, il n'y a rien qui manque. Et c'est vraiment la meilleure façon de démarrer, de la meilleure des manières. Donc ouais, si aujourd'hui quelqu'un voudrait démarrer et pouvoir faire les choses bien et s'éclater avec son chien, je pense que ouais, c'est la meilleure chose à faire. Trop cool. Et pas vouloir aller trop vite aussi, je dirais. Ça, c'est un truc très souvent, quand on voit de l'agility et qu'on veut en faire, on veut faire les obstacles, on veut faire les parcours, on veut faire comme on voit à la télé. Enfin, plutôt sur YouTube. Malheureusement, ça passe pas assez à la télé. YouTube et la télé. Mais il faut pas vouloir aller trop vite. Il vaut mieux prendre son temps de bien préparer le chien et après, ce sera facile. Parce que si on veut aller trop vite et forcer un peu le chien, accélérer un petit peu le truc et vouloir le faire passer sur les obstacles, on risque de lui faire peur ou de le décourager, de le démotiver et après c'est fini. Donc c'est un peu dommage de des fois vouloir passer des étapes. Vaut mieux lui apprendre les bases tout doucement. Nous on tient d'abord à ce que les chiens ils apprennent beaucoup de choses sur autre chose que les obstacles pour avoir un peu un brouillon aussi, se faire la main, et quand on va sur les obstacles c'est qu'on est sûr et que le chien il est sûr, il n'a pas peur d'être en hauteur, il n'a pas peur de marcher sur une planche de 30 cm, il n'a pas peur du mouvement, vraiment mettre toutes les bases pour que quand vous allez faire l'agility, ça va vous paraître super facile et super fun, alors que souvent quand on va trop vite, c'est là où c'est un peu la cata, quoi. Parce que le chien il n'est pas prêt, vous aussi, et c'est là où souvent malheureusement on va forcer aussi le chien, on va... pas forcément méchamment, mais on va insister un petit peu trop alors qu'il n'est pas prêt à le faire, quoi. Donc, gros conseil, gros warning, allez-y progressivement. Et si vous devez être entouré, entourez-vous plutôt de personnes qui ont fait de l'agility vraiment, et surtout qui vous font pas travailler avec une laisse, parce que l'agility, c'est sans laisse. Et donc, si on est obligé de mettre une laisse pour faire franchir un obstacle, c'est qu'il y a un gros problème. Ok. Et n'oubliez pas que l'agility, c'est le sport canin le plus fun, ça c'est sûr, c'est le meilleur, mais bon, ça je suis pas objective. Le meilleur sport même. Mais c'est surtout le plus complexe, à la fois pour le chien et pour l'humain. Donc, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, et je pense qu'on peut sortir très très vite en compétition de nos orques, par exemple, ou sur des sports un petit peu plus simples, ou à l'agility, il faut être patient. Il faut être patient, il faut laisser les choses se construire, il faut laisser le temps aussi, nous, d'apprendre côté humain. Donc c'est un sport qui est ultra chouette et que je conseille vraiment à tous les gens qui ont envie de se lancer de le faire. Il faut garder à l'esprit que c'est le sport le plus compliqué aujourd'hui et qu'on ne peut pas attendre d'un chien qui réussisse et comprenne tout comme ça du jour au lendemain. En 3 séances, disais, voilà. Ouais. Comme je disais, il faut compter au minimum 1 an et demi même pratiquement. Mais c'est la meilleure partie, préparer bien les sûr, chiots. bien C'est sûr. ça qui est le plus drôle. Après, c'est très fun et c'est génial, hein. Mais pour moi, c'est normal de mettre 1 an et demi avant de faire vraiment un parcours entier. Mais par contre, le jour où tu vas faire le parcours entier, bah, tout va s'imbriquer et ça va être génial. Voilà, donc, oui, parce que ce qu'on cherche, en fait, je pense que l'agility, c'est ce qu'on dit souvent aux élèves, c'est facile. C'est pas simple, mais c'est facile. Si t'as vraiment mis toutes les choses en place, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, Star, elle a pris son slalom en 6 jours. Il y a des gens qui me disaient, mais ça fait 1 an et demi et j'y arrive toujours pas et tout. Mais en 6 jours, elle est capable de faire un slalom en entier. Alors, peut-être que pour vous, ça vous donne pas trop d'ordre d'idée de à quel point c'est rapide ou pas. C'est extrêmement rapide. On est sur après une dizaine de séances, quoi. Donc, quelque chose de très court. Mais parce que toutes les bases sont posées en amont et que le moment où on lui demande de faire les choses, c'est facile. Pour elle, c'est simple, ça coule de source. Et c'est ça qu'on cherche dans l'agility, c'est la fluidité. Dans le parcours, la fluidité dans la conduite, la fluidité dans l'apprentissage. Et ça passe par une bonne préparation. Et c'est pas parce que Jean-Michel à côté de chez vous, il fait passer son chiot à 6 mois sur des parcours que c'est forcément ce qu'il faut faire. Et il y a plein de façons d'envisager l'agility. Pour nous, ça passe toujours par le respect du physique et du mental du chien. Et faire des choses trop tôt, trop rapidement ou avec un chien trop jeune, c'est clairement pas dans cette optique-là, quoi. Et puis comme ce que vous disiez tout à l'heure, l'agility, ça n'a rien de naturel, c'est que de l'apprentissage, mais c'est aussi surtout un apprentissage à aimer ça. Il y a vraiment cette recherche de motivation, même si c'est pas des choses qu'ils auraient fait tout seuls, clairement. C'est aussi leur apprendre à aimer, quoi.
Et puis voir que pour l'humain, ça peut être vite pressurisant, en fait. Parce que ça met la pression, l'agility. Il faut que tu cours, pas dans les obstacles, donc il faut que tu cours au bon endroit, que tu te rappelles du parcours, que tu montres bien les obstacles au chien, que tu donnes les bonnes informations au bon moment, sans non plus être dans la ligne du chien. Enfin, il y a beaucoup de compétences du côté de l'humain, et c'est vrai que ça peut vite devenir un petit peu trop stressant. Et avoir des gens qui vont être à rejeter le stress sur le chien parce que je suis perdue, je comprends pas, je sais pas, donc je me mets à décharger, je vais crier un peu plus fort, je vais dire tunnel, prends un sabot de feu, voilà, c'est ça. Mastique. et du coup le chien lui il est juste là en mode je sais pas en fait, moi je fais parce que je suis contente d'être là, pourquoi tu cries? Et il faut prendre en compte ce côté là aussi, si on sait que nous on est vite dépassé par les événements, on peut vite être stressé dans un contexte où il faut faire plusieurs choses à la fois, aussi se laisser le temps à nous d'intégrer les choses, d'apprendre les choses et de se dire ok là c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais apprendre et je vais débuter et je suis débutant comme mon chien, donc on apprend tous les deux en même temps. Quand on apprend en même temps, c'est beaucoup plus dur que quand on court déjà avec un chien qui sait faire ou que nous on sait déjà faire et qu'on prépare un chien qui débute. Donc faut pas oublier ça aussi, c'est une vraie aventure aussi pour l'humain parce que vous allez découvrir des choses. Voilà, Camille a dit des mots tout à l'heure tels que des Jeannettes, des Pio, vous allez faire des cache-queues, vous allez utiliser votre bras opposé, vous allez mettre le poids du corps vers l'avant, enfin voilà, des choses comme ça que vous ignorez en fait que vous étiez capable de faire. Mais ça demande de se repérer dans l'espace tout en courant, tout en se rappelant où on est, où on va, et puis le parcours change à chaque fois, donc il faut se souvenir de tout, il y a 23 obstacles, donc c'est forcément hyper demandeur pour l'humain. Et je sais que toi, comment on a bossé sur des choses spécifiques où on n'était pas doué. Moi, c'était le truc dissocier le haut et le bas du corps. C'était compliqué. Moi, j'ai fait du yoga pour m'aider. J'ai fait intentionnellement du yoga pour progresser en agility, vraiment. Et ça m'a aidé de je peux délier mon corps. Où ça nous amène mes bras. C'est fou, C'est ça qui est cool aussi. Je trouve que c'est quelque chose de toute manière qu'on ne dit pas assez. C'est que oui, on veut faire progresser nos chiens, peu importe le domaine, même hors agility, même en éducation, même avec un chiot, etc. Mais que on sous-estime trop le chemin de l'humain aussi en même temps que ça, qui est complètement. Mais c'est tellement tout aussi riche. Le plus, qui est tout aussi riche. C'est presque pour moi le plus important. C'est-à-dire quand toi tu vas avancer avec ton chien, quand ton chien te fait avancer, tu vas avancer pour ton chien aussi. Et je pense que le côté, ce que les chiens nous apportent, que ce soit via le sport ou les autres choses, c'est beaucoup plus que juste de la compagnie. C'est beaucoup plus que juste vivre avec un animal. Enfin, moi, j'en serais jamais là sans les chiens. Pas dans le sens où j'aurais raté ma vie, mais moi, quand j'avais 16 ans, ce que je voulais être, c'était ermite, quoi. Je voulais parler à personne. J'ai fait une classe prépa, tout le monde est devenu prof. J'ai dit, je serai jamais prof. C'est hors de question. Et prof d'agility. Et qu'est-ce qu'on finit par faire, tu vois? Et en fait, des choses que j'aurais jamais pensé, parler devant une caméra, un micro... qui est ton quotidien maintenant. De gens. Mais oui, c'est ça, voyager seul dans toute l'Europe, des trucs que j'aurais jamais fait sans chien, jamais. Enfin, je sais pas, mais en tout cas pas autant, ça c'est sûr, ni comme ça. et c'est des découvertes. Comme je dis, j'ai appris l'anglais quoi grâce aux chiens. Enfin, c'est autant de choses qui nous font avancer nous, qui nous font aussi nous remettre en question. Nous en agility, on parle beaucoup de la gestion de notre stress, de préparation mentale du conducteur. Enfin, c'est des vrais points qu'on aborde en fait parce que ça joue, et nous je pense qu'on a vraiment ce truc de on veut bien faire en fait, on veut donner le maximum, on sait pas si ça va. L'agility c'est un sport ingrat, pardon du coup de fallait pas le dire. Non, quand on est en compétition, l'agility c'est un sport ultra ingrat parce que il suffit d'une micro-erreur et patatras, t'as rien quoi. C'est quand même un des rares sports où tu peux être éliminé tous les week-ends quoi. Tu rentres, t'as zéro, t'as peanuts, rien, t'es pas deuxième, troisième, t'es zéro. Il n'y a rien du tout. C'est hyper ingrat. Et du coup, c'est sûr que si derrière, t'as pas toi un petit peu le mental de te dire non, mais c'est bon, je continue, je travaille mon chien, j'avance, on progresse, on va y arriver, ça va passer. C'est dur. Et on a des moments, des fois, on est là, oui, arrêtez l'agility, j'en ai marre. C'est un sport de... Parce qu'on est frustré, parce qu'on en a assez et tout. Bon, ça va qu'on se rebooste et ça nous arrive à des moments différents. Mais ouais, c'est hyper frustrant aussi à des niveaux, quoi. Donc c'est vrai que si on n'a pas ce plaisir-là de faire les choses avec le chien, ni le truc de se dire, oui, bon, là c'est difficile, mais ça va aller mieux. Et la résilience aussi de ne pas rester sur les échecs, parce que l'échec en agility, vous allez en bouffer. Enfin, faut aimer l'échec.
Il faut aimer. Et les chiens vont apprendre aussi à rater beaucoup. Les chiens vont rater. Il faut aussi que les chiens soient capables d'encaisser les échecs. Et que vous soyez capable d'encaisser les échecs du chien. Ça, je pense que c'est un sujet qu'on aborde tellement souvent, de le rapport à l'échec. Parce que pour les gens, quand le chien rate un truc, c'est la fin du monde. Et du coup, ils mettent la pression au chien pour que le chien il fasse quand même et tout. Et un truc que, par exemple, nous on fait en concours, moi avec Storm qui débute, qui est un jeune chien et tout, ça peut arriver que parfois, ils prennent pas une haie parce que la ligne est pas top et ils passent à côté de la haie. 99% des gens, ils vont arrêter le chien, ils vont lui faire reprendre la haie quand même parce que c'est un refus. Donc ça veut dire que si mon chien continue, je suis éliminée. Donc il faut qu'il reprenne la haie dans le bon sens pour pas être éliminé. Mais j'ai un refus, j'ai déjà 5 points dans ma petite besace là. Donc moi, quand mon chien rate un obstacle, je ne m'arrête pas, je continue. Parce que c'est pas un échec, c'est pas mon chien qui a raté, c'est peut-être moi qui lui a mal montré, c'est peut-être la trajectoire qui était pourrie parce que lui il a mal mis son truc, j'en sais rien, mais mon chien il m'a pas désobéi, en fait il a fait du mieux qu'il pouvait à l'instant T quoi. Donc c'est pas grave, je m'élimine, je continue, mon chien est éliminé mais c'est pas grave, il a fait bien le reste, il a fait plein d'autres trucs chouettes et tout. Et en fait il y a beaucoup de gens qui ont un rapport à ça qui est complètement différent de il faut faire si absolument. Faut pas rester sur un échec. Mais ouais, faut pas rester sur un échec ou oui ok tu vas reprendre ta haie. Moi si mon chien fait un refus que je reprends la haie, je perds du temps, mon chien je le frustre, je crée chez lui du stress aussi de ah bon j'ai pas bien fait, faut que je refasse et tout, enfin ça a aucun sens en fait. Mais si on pense pas à ça à un niveau plus global que sur l'instant T, en fait on génère chez le chien tromper, quoi. ouais c'est ça, que tu vas te tromper, que ton chien il va se tromper, que rien n'a besoin d'être parfait et ça aide beaucoup. Moi après je vais extrapoler sur un autre truc, mais avec les chiens réactifs, où en fait c'est la même chose. J'en parle en ce moment, je suis en plein dans le sujet. J'en ai pas parlé dans les chiens que j'avais, mais moi j'ai Jaiko, qui est un chien que j'ai en famille d'accueil, un petit border collie qui a été traumatisé. Et Jaiko, il y a plein de fois où il va être en échec, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va aboyer, il va réagir, il va s'énerver, mais c'est pas un échec, c'est juste il fait ça parce qu'il est pas bien. Et du coup, moi, je le vis très sereinement. Bon, des fois, il me fait peur, il me fait sursauter quand je m'y attends pas, comme tout à l'heure. Moi aussi. En un seul coup, c'est parti. Bon, mais c'est jamais un échec, quoi. C'est juste une pierre sur le chemin. Et ça, c'est un truc que l'agility m'a appris, c'est que ouais, c'est jamais parfait. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a des petits trucs, ça va moins bien se passer ce jour-là pour une raison X ou Y. Mais c'est pas grave. Je vais pas en faire un plat. On continue, on avance et on va progresser, quoi. Et je pense que ouais, ce rapport-là, l'agility nous l'apprend très fort. Le rapport à l'échec. on devient des grands professionnels du raté. Du coup, ça a bien pris le pas sur ma question signature de qu'est-ce que ça vous a appris de vivre avec un chien et donc de faire de l'agility avec eux. Donc du coup, pour toi, plutôt ce rapport à... alors, le rapport à raté, mais je dirais juste la vie est courte. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, moi, j'ai pas le time. Je fais ce qui me donne envie. J'ai pas le temps pour les gens pas sympas, les gens négatifs, les gens pas intéressants. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, vraiment. Donc, une carrière d'agility, ça passe très vite. Une vie de chien, ça passe très vite. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Même, dans la vie perso aussi, la vie des humains peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on n'a pas le temps pour se prendre la tête avec des choses qui servent à rien, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la plus grosse leçon pour les chiens. Trop bien. C'est vrai que le chien nous apprend un rapport au temps qui est carrément différent. Complètement. C'est leur plus gros défaut. C'est de vivre tellement peu. Quand on fait un sport avec eux, c'est encore plus raccourci. Bien sûr, ils ont la retraite, ils sont avec nous toujours, mais si on se concentre que sur la carrière d'agility, un chien de concours, il fait de 2 ans à 8 ans. Donc et si, il n'a pas de problème. Donc ce rapport au temps, il est quand même... Il faut profiter à fond, quoi. Parce qu'on sait qu'on va les entraîner pour 4-5 ans maximum, quoi. En gros. 4-5 ans de kiff à fond, et après... petit à petit retraite, donc faut kiffer, quoi. Et toi, ça t'a appris quoi ? Tout. Moi je pense que je serais pas du tout la personne que je suis si j'avais pas eu mes chiens. J'ai toujours été très très timide, et le fait d'aller en club canin, de faire des concours, d'être sûre de moi aussi, de prendre confiance en moi, de savoir ce que je dis, ce que je raconte, déjà que je donne des cours, c'est assez... impressionnant quand on voit l'enfant que j'étais, très introvertie, très timide. Donc ça, c'est grâce au chien. Très clairement, c'est grâce au chien que j'en suis là. Et puis, bien sûr, ce rapport aussi au temps.
kiff de la vie, quoi. Ouais. Et puis qu'on a qu'une vie, donc si on a envie d'aller faire un concours au Danemark parce que c'est cool et que le terrain est beau, eh bien allons-y. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qui va nous dire non ? 24 heures de route, et ben on fera des pauses. Voilà, donc moi je suis très comme ça, du coup je suis un peu panier percé. Je dépense mes sous dans l'agility, je gagne des sous dans l'agility, c'est un cercle perpétuel. Ça s'auto-alimente. Voilà, ça s'auto-alimente. Et du coup, bah voilà, on profite. Et ça, c'est grâce à mes chiens, très clairement. Ils me poussent à fond. Et puis, bah, j'ai eu la chance d'avoir Nemo, mon border, qui m'a remis dans l'agility quand j'ai perdu Zach à 3 ans. C'est lui qui m'a poussé, parce que lui, il a tout de suite adoré ça, il voulait absolument faire ça. Et c'est lui qui m'a tiré, voilà, et donc c'est lui qui m'a remis dedans, et je le remercierai jamais assez aussi de m'avoir rebasculé dans ma passion et dans mon sport. Et ça, c'est grâce à ce chien-là, très clairement. Trop chouette. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager sur l'agility ? Alors, au niveau... Déjà, pour voir de l'agility, on peut aller sur YouTube, tout simplement. Il y a des millions et des millions de vidéos. Donc, simplement en tapant agility, chien, on va tomber sur des vidéos pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient voir vraiment à haut niveau ce que ça peut donner. Parce que on a des fois une image un petit peu différente entre l'agility de la démonstration du club canin d'à côté et l'agility au championnat du monde. Je pense que même si on met championnat du monde, on peut tomber sur des vidéos. Et c'est un sport qui est très visuel. Donc voilà, si vous avez envie, déjà ça c'est un bon moyen de voir ce que c'est, comment ça marche. C'est vraiment sympa pour ça. Et puis aller en concours. Allez voir les concours près de chez vous. Il y en a quand même un petit peu partout en France, un petit peu tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est complètement ouvert au public. Il n'y a pas de souci. C'est pas forcément un bon endroit pour emmener son chien. Oui. Parce que c'est très bruyant. Il y a beaucoup de chiens, beaucoup d'excitation. Donc voilà, on voit souvent des gens qui viennent pour voir avec le chien. Mais je pense que c'est pas toujours très adapté. Donc voilà, peut-être éviter. Et aussi, important, en France, l'année prochaine, on va avoir l'European Open. Donc l'European Open, c'est en gros les championnats d'Europe qui vont avoir lieu à Versailles. À Fontainebleau. À Fontainebleau. Et donc là, on va avoir 4-5 jours d'agility avec tout le monde entier qui va venir pour faire les parcours. Ça va être du très haut niveau, ça va être dans un très très beau cadre. Donc voilà, nous c'est sûr qu'on va y aller, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on y sera. Et c'est des compètes qui valent le détour, quoi. Si vous êtes dans le secteur et que vous avez envie de voir ça, on vous conseille vraiment de le faire. Puis il y a plein de boutiques pour acheter plein de trucs. Ah oui, c'est un bon moyen de dépenser des sous. Prévoyez un petit budget et de la place dans le coffre parce que vous ne repartirez pas les mains vides. Très bien. Il existe un calendrier avec les compétitions ou pas ? Oui, il y a un site, c'est sportcanin.fr, où ça regroupe donc toutes les compétitions en France. Il y a une carte et puis on clique, on a les compétitions qui s'affichent comme ça. Ok. Voilà. Donc ça peut être un moyen de voir un petit peu les concours dans votre région. Et du coup, j'imagine les acteurs un peu qui peuvent aider à être aussi, ressources oui, donc c'est les clubs dans la région qui organisent, donc ça permet d'avoir aussi les contacts dans les clubs. Et après, si vous voulez venir en stage, Camille donne des stages, elle, près de Aix, en Provence, et moi, dans le 36, près de Châteauroux. Ok. Et donc là, ça peut être aussi cool pour découvrir l'agility, voilà, dans un cadre qui s'y prête, qui n'est pas toujours évident en club canon, encore une fois. Si votre chien il est un peu débutant, s'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sollicitations, des fois, commencer en stage, c'est pas mal. Donc, vous pouvez chercher stage agility chiot, stage agility chien débutant. Même si votre chien n'est pas un chiot, vous pouvez aller sur un stage chiot si votre chien débute en vrai. Parce que ce seront les mêmes étapes. Donc voilà, chercher dans cette approche-là aussi, ça peut être intéressant pour mettre un premier pas aussi, un premier pied, dans le domaine. Et voir aussi à quoi ça ressemble, comment ça se passe. Ça peut être aussi une bonne chose. Ouais, le format stage est trop cool. J'adore. Trop bien. Merci beaucoup les filles. À qui est-ce que vous aimeriez passer le micro pour un prochain épisode ? Moi, j'aimerais bien passer le micro à Charlotte Duranton. On en parlait justement juste avant, qui donc éthologue et qui a écrit plusieurs bouquins sur le chien, sur le comportement, qu'on a reçu donc dans le podcast Madame a du chien. Oui, c'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais t'es déjà venue dans le podcast, Pauline. Mais en fait, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, moi j'étais malade comme un chien. Oui, je me souviens. Elle m'avait dit tu es où ? Et moi j'étais chez moi. Ah non, t'habites où ? C'est où ton secteur ? Ah pardon, j'étais au bout de ma vie, j'ai aucun souvenir de cet épisode. Donc je suis sûre qu'il était génial, mais j'étais pas bien du tout, j'étais en plein Covid, la fièvre et tout ça. Bon, et du coup voilà, on a reçu Charlotte dans le podcast Madame a du chien,
Et elle est passionnante, elle a vraiment une approche du chien, je trouve, qui est hyper moderne, douce et bienveillante. Et voilà, elle a plein de choses à dire et je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Trop bien, le micro est passé. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient découvrir peut-être Planet Agility, votre travail plus globalement? La page Facebook Planet Agility, le compte Instagram Planet Agility, la chaîne YouTube Planet Agility et on a un site internet également planetagility.fr. Donc tout est très facile à retenir. Et si vous voulez nous suivre respectivement, vous avez sur nos réseaux. Donc moi c'est Déclic et des chiens et Camille c'est Camille Parenti, tout simplement. Trop bien, on mettra tout ça en barre d'infos de l'épisode. Un grand merci les filles, c'était trop cool. Merci beaucoup. Et à bientôt. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec vous et de vous avoir plus largement rencontré. J'ai une chance incroyable. C'est trop chouette. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Pauline, Camille et moi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir et vous aura peut-être donné envie de partager un bon moment avec votre chien. Si jamais c'est le cas, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @planetagility et @lanicheaventure. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire découvrir à d'autres passionnés. Si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, alors je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs, ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et chaque mois 2 heures de coaching collectif pour répondre à vos questions, vous inspirer et échanger avec d'autres dog parents. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!